Hein? Oui, j'enlève les du coup. Merci, ma chérie. C'est ma femme qui me dit enlève les du coup. Parce que je me suis imposé comme règle de ne pas faire des du coup et de ne pas faire des. Les tics de langage, ça m'énerve chez les gens et j'en ai aussi beaucoup. Donc, du coup, Ouais, je vous on souhaite en la a bienvenue dans tous. cet entretien. Oui, du coup, T'as je vous encore souhaite dit la du coup? bienvenue dans cette discussion martiale. Ça fait vachement longtemps qu'on n'a pas fait de discussion martiale et je reçois aujourd'hui une nouvelle fois Manuel Gendron. Ça va, Manuel? Ça va bien, toi? Ça va super bien. La dernière fois qu'on a fait une discussion martiale, eh ben, j'avais moins de cheveux. Ça fait un petit moment déjà. Du coup, je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ont pas envie de se taper les autres discussions martiales. Ben oui. Écoute, Entretien avec un guerrier, c'est un podcast que j'ai débuté en 2020, en début de pandémie, juste avant, en fait, les débuts de confinement. Puis après, ben, comme par hasard, on a eu beaucoup de temps pour enregistrer beaucoup de podcasts pendant un an et demi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés là, via Internet. Puis qu'on a eu les premiers échanges, que j'en ai réécouté un récemment, d'ailleurs, celui sur le féminisme, c'était très bon. Surtout le Ah, cool. thumbnail. Le thumbnail, c'était vraiment excellent. Sinon, je pratique les arts martiaux depuis une dizaine d'années. J'ai commencé dans le Kenpo chez Karaté Sunfuki. Je suis enseignant à Gatineau et maintenant j'ai 3 écoles. Je suis copropriétaire de 3 écoles. Et je me suis lancé récemment dans la pratique également du ninjutsu. Donc, voilà, on pourra discuter de tout ça. Et on va commencer par souhaiter un bon rétablissement à Marvin Vega de la chaîne Corps Esprit Martial qui devait être avec nous aujourd'hui et qui est malade. Donc, bon rétablissement à Marvin. À Marvin. Et j'espère que ça va aller, que la prochaine fois on pourra se retrouver tous les trois, voire tous les quatre, si Julien revient dans la partie, parce que Julien, il vient d'avoir, Julien Boucher, donc de la chaîne Ronin Martial Productions, qui vient d'avoir 2 enfants, des jumeaux, Aria et Dosan. Et apparemment, ça se passe très bien, donc bienvenue à ces Ben oui, enfants. félicitations à la famille pour ce nouvel ajout. Et 2 pendant d'un coup qu'on en plus, est... c'est tout un défi. Ouais, c'est un gros défi. Ouais. Mm. Pendant qu'on Ouais. est dans le côté familial, tu t'es fiancé récemment. On a eu une vidéo sympathique Oui, sur les réseaux. Alors, oui. raconte-nous. Ben, en fait, la mise en contexte, c'est que j'ai fait ma demande en mariage dans le cadre de notre dernier podcast auquel mon co-animateur habituel, Jérémy, participait pas parce qu'il était en tournoi aux États-Unis avec certains de ses élèves. Et donc, ma fiancée qui est intervenue à plusieurs reprises dans Entretien avec un guerrier comme co-animatrice ou comme invitée, ben, on l'a un petit peu forcée à prendre la place à Jérémy. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle a compris une fois rendue au moment crucial. Et ben, je me suis servi du légendaire Master Ken comme allié, on va dire, pour faire la demande. Donc, j'avais une Il vidéo venait juste de faire fermer le dojo de Jesse Camp, Jesse and Camp, exact, exact. Du Martial Nerd. Là, il venait juste de fermer son dojo, donc il a enchaîné avec une vidéo pour toi. Ouais, exact, exactement. Puis c'est ça, mais ce qui est intéressant avec ces vidéos-là, c'est l'application Cameo. Tu peux faire une demande, puis là, expliquer un peu où tu t'en vas. Donc, moi, tout ce que j'avais spécifié, c'est la thématique Wonder Woman et la fin du texte que j'avais besoin, parce que j'avais mentionné que ça devait mener à un proposal, puis j'avais une phrase que j'avais pensée, puis il a inséré ma phrase pour finir, puis c'était parfait. Le reste, elle n'a rien vu venir, donc les gens, ils peuvent aller voir, c'est dans le podcast, là. On voit vraiment sa réaction, elle écoute la vidéo, puis là, un moment, elle se tourne, puis elle me voit, puis là, elle comprend ce qui se passe. Mais tout le long qu'elle l'écoutait, elle ne comprenait pas vraiment où ça s'en allait. Puis c'était parfait comme ça, c'est ça que je voulais. Donc, non, très heureux, c'était un beau moment Ouais, c'est un bon à moment en vivre. vidéo en plus, bien immortalisé. Et Mm. non, c'est cool. Ouais, j'étais content de Ça va regarder ça. laisser des bons souvenirs. Puis, tu vois, niveau familial, aujourd'hui, les gens voient les ados passer Ouais. derrière. C'est la rentrée Faut scolaire savoir ici au qu'il est un peu Québec. tôt chez toi. Doit être 8h40 maintenant. Ouais, 8h40 ici au Québec et au secondaire, qui est le lycée en France. Dans le fond, ici, nos lycéens rentrent à l'école. Mes plus jeunes ils ont déjà commencé hier l'école de leur côté, mais ici, ça a commencé aujourd'hui. Donc, c'est pour D'accord, mais ça nous, qu'il y a de l'activité. ça commence lundi. Ça commence dans 3 jours. Hmm. On a un gros Ouais, week-end qui c'est nous toujours attend. une grande étape.
Toi, tes enfants sont pas rendus en âge scolaire ou Alors moi oui, j'ai déjà? un garçon qui va avoir 9 ans et ma petite fille là qui va avoir 3 ans au mois de septembre. Donc en fait elle rentre à l'école là, OK. ça y est, elle rentre dans la maternelle, alors, je sais pas comment ça s'appelle, le Ouais, ouais, kindergarten maternelle. Ouais, ouais, en maternelle. maternelle, ouais, Puis mais 9 bon, ans en France, c'est quelle année scolaire? Il y a un truc avec c'est le est-ce que c'est encore CM1, les CM1? ça Ça va veut l'école dire quoi, ça, primaire, ouais. Puis l'école primaire, c'est combien d'années chez vous? L'école primaire, c'est 5 ans. 5 ans, OK. Ouais, c'est Puis après, 5 ans c'est le du lycée? CP, donc ouais. Après c'est le OK, collège. Après OK. c'est le collège pour 4 ans et ensuite c'est le lycée pour 3 ans et ensuite on arrive au bac Oh, et après on va à la fac. OK. OK. Tu Ouais. vois, chez nous, Donc c'est 6 ans. Ben, il y a la maternelle plus 6 ans d'école primaire, donc 7 ans. Ensuite, tu as 5 ans d'école secondaire, donc là, on est rendu à 12 ans. Puis après, nous, ce qu'on appelle le collège, ici, ils appellent ça le cégep, le collège d'enseignement général et professionnel. Donc ça, c'est 2 ou 3 ans, dépendant, si tu veux aller à l'université par la suite ou non. hmm. Si tu vas à l'université par la suite, c'est 2 ans. Si tu fais un programme technique, là, c'est 3 ans, puis tu peux aller travailler directement sans aller à l'université par la suite. D'accord. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais, ça va pas ouais, comme puis ça. le système est vraiment différent. Ouais, c'est Donc là, ils sont différent. partis. Dis-moi donc, ça m'intéresse. Tu viens de sortir une vidéo qui s'appelle Retour en Back Corée. to Tu as été en Korea, ouais. Corée récemment? Retour encore. Bah, Ouais. Parle-moi de ça. J'étais en Corée au mois d'avril. J'étais à peu près une vingtaine OK. de jours, une grosse vingtaine de jours en Corée, et j'y étais parce que bah, c'était enfin le temps de retourner en Corée après le confinement, la Covid. Ben oui. Ouais. Et en fait, avant le confinement, j'avais un projet de partir en Corée, et à l'époque, j'avais pas de matériel vidéo, j'étais pas spécialement éveillé pour ça, mais j'avais acheté une petite caméra, là, une Osmo Pocket, je l'ai encore, elle est là. Petite caméra comme ça, je m'étais dit chouette avec ça, et puis je vais aller faire avec ça peut-être un drone aussi, je vais aller faire des images en Corée, et mon truc c'était d'aller filmer un dojang, le dojang de mon maître, donc maître Han Sang-yoon, qui est à Daejeon, donc au peu près au milieu de la Corée. Et je m'étais Mhm. dit, je vais aller filmer quelques jours là-bas, je vais rester là-bas, je vais pas aller visiter trop à droite à gauche, je vais rester là-bas et je vais filmer un dojang pour montrer un petit peu aux gens la vraie vie d'un dojang en Corée, comment ça se passe là-bas, un peu enlever le fantasme et le mythe, tu sais, du dojo dans la montagne, Ouais. avec parce que moi j'ai même des élèves là qui, je leur avais dit, hein, non, vous savez, c'est dans un immeuble, hein, donc c'est au deuxième étage d'un immeuble, c'est une petite salle, voilà. Alors c'est joli, mais bon, c'est pas ultra mythique, ultra traditionnel. Et du coup, mais il y avait Mhm. quand même des élèves qui étaient étonnés quand ils arrivaient sur place de voir que c'était pas tout à fait le vieux maître avec la barbe et tout. Donc du coup, je m'étais dit on va faire ça. Et puis juste avant de partir, un mois avant, enfin un confinement quoi. Donc Mhm. échange de billets, tout ça. Et le confinement m'a permis de me former en vidéo. Donc j'ai épuisé les tutos vidéo, j'en ai fait pas mal. J'ai acheté du matériel vidéo. Puis j'ai commencé à pouvoir faire peut-être quelques petites vidéos qui étaient sympas. Et Mhm. jusqu'à arriver là, encore une fois, rechanger tout le matériel et dans la préparation de ce voyage pour la Corée, là, enfin de revenir en Corée, je me dis, bah, cette fois-ci, je pars 20 jours et je vais avoir un projet totalement différent. Entre-temps, j'ai découvert les vidéos de Ben TK, de Brandon Lee aussi. Vous pouvez les consulter, Ben TK et Brandon Lee sur leur chaîne, et qui ont vraiment des millions de vues et qui sont des grands vidéastes, qui font des vidéos voyages qui sont assez magnifiques, avec des belles transitions, des super effets cinématiques, une façon de filmer, bah, ils filment avec des appareils photo plein format, donc c'est des appareils photo professionnels, pour vulgariser un petit peu, avec des gros capteurs qui permettent d'avoir des jolis flous d'arrière-plan, des jolies définitions. Et je me suis beaucoup inspiré de ça, et on a tourné tous les jours en Corée. J'ai beaucoup plus tourné de vidéos que je me suis entraîné. Et du coup, je me suis dit, bah, on va être partout, on va filmer Mhm. plein de choses, et puis on va revenir avec une vidéo voyage sur la Corée. Donc c'est comme ça que le projet a muté. Et donc là-bas, on a filmé tous les jours, au moins 3 heures par jour en fait. On filmait, on était deux à filmer. Je suis parti avec une douzaine d'élèves. Et il Wow. y avait une élève, une de mes assistantes, qui était avec moi constamment, parce que ça m'intéressait en fait. Elle connaissait rien en vidéo. Elle, son métier, c'est d'être régisseuse de plateau de cinéma. Donc elle fait de la régie. Ben quand même, il y a un lien. Ouais. Bah, mais elle touche pas du tout aux caméras. Enfin, vraiment, elle y connaissait rien. Alors, ça va s'entendre, mais dans ma rue, Mhm. juste aujourd'hui, dans ma rue, il y a des travaux. Donc c'est horrible. Mais j'espère que je pourrais toucher un petit peu le son pour pas que ça s'entende trop. Et puis le micro, normalement, doit être bien. Et donc, du coup, cette assistante, donc, du coup, on filmait les plans. Tous les plans où je suis dessus, c'est les plans que j'ai filmés avant avec elle pour lui montrer ce que je voulais.
Ensuite, je lui donnais la caméra et Mhm. elle reproduisait un petit peu le plan que j'avais montré. Et sinon, Ouais. tout filmé avec des perches, drone, etc. Et puis 2 mois de Mais quand même, montage. vous êtes parti vraiment bien équipé, là. C'était pas à l'arrache Alors ouais, comme vous dites chez vous. j'avais un sac d'une quinzaine de kilos de matériel. Heureusement qu'ils n'ont pas contrôlé mon bagage à main. Parce que j'avais vraiment tout prévu, le sac. J'avais mon boîtier principal que j'ai acheté en décembre dernier, là, qui est un Lumix S5. Donc c'est un plein format. Alors, Mhm. l'autofocus est complètement à chier, mais bon, j'ai pas les moyens d'acheter un truc mieux, mais c'est déjà pas mal. Que j'ai eu en Black Friday, donc c'était cool avec un objectif Sigma 28-70. Ouais. Donc c'est assez polyvalent. Et puis juste avant de partir, j'ai acheté le Sigma de la même série, j'ai acheté un 18-70, 16-70, ouais, 16-28, donc l'intermédiaire pour avoir les grands Quand angles. même. Donc 16-28. Donc j'avais un sac à 5 000 € à peu près, Wow. quand tout le matériel était dedans, parce que j'avais le drone, j'avais aussi le stabilisateur, là, c'est un RS3 Mini. Pareil qu'on a Hmm. acheté juste avant de partir parce que ça venait de sortir et que c'était exactement ce qu'il nous fallait pour être portable. Et puis j'avais Hmm. enfin ouais, tout ce matériel-là, de la lumière aussi, ces petites lumières que j'utilise aussi, des choses comme ça qui nous ont permis des fois de remettre de la lumière dans des endroits où on en manquait. Et puis on a fait plein de rencontres Hmm. ouvertes sur la vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas voulu spécialement tourner vers les arts martiaux. C'est vraiment une vidéo de voyage pour découvrir un petit peu l'esprit coréen. Elle est en 4 parties. La première partie, c'est full light avec la K-pop, avec la nourriture, la fête. On a même croisé par hasard un jour un YouTuber qui est connu qui s'appelle Jisoo, qui est sa chaîne YouTube, c'est Korea Dash, qui fait pas mal de vidéos sur la Corée, qui est un Coréen qui a été élevé en France et qui est reparti vivre en Corée. Et par hasard, et OK. puis du coup, on a mangé avec lui. Il est sur la vidéo, il fait tourner le soju, qui est un alcool Hmm. coréen très commun. Et puis, ouais, voilà, plein de choses comme ça. Et on a tout montré. La deuxième partie, c'est l'ombre, parce que forcément, tout n'est pas plaisant. On aime bien la Corée, c'est très à la mode, mais Ouais. tout n'est pas forcément que de la lumière, hein. Puis dès qu'il y a de la lumière, il y a de l'ombre, forcément. Après, il y a le Ouais. rêve. C'était un moment que j'ai pu tourner dans un décor de drama coréen, décor de cinéma. Ça s'appelle le Daejeonggam Malade. Park, qui est à peu près à 1 heure de Séoul en voiture. Donc on a loué une voiture, on est parti là-bas pour voir comme ça. Le but, c'était pas forcément de faire des vidéos spécifiquement, mais j'avais pris ma tenue au cas où. Mhm. J'étais parti avec des filles qui voulaient, elles, louer des hanboks, mais le magasin était fermé là-bas. Donc du coup, j'ai pu moi profiter du truc, il y avait personne. Et j'ai tourné des trucs sympas, j'ai improvisé, on a trouvé un trident qui traînait dans un décor, on l'a piqué. Malade. J'ai fait du trident, alors bon, je fais pas de trident, mais j'ai bougé avec. Et le gars nous a arrêté, nous a dit, vous faites quoi, arrêtez. Il y a un mec qui intervient à un moment donné, mais on ne le voit pas dans la vidéo. Mais en fait, j'ai dit à Emmanuel, donc, qui était avec moi, je lui ai dit, vas-y, tourne, jusqu'à ce qu'on nous arrête. Et elle me dit, mais il n'y a personne. Hmm. Je lui dis, t'inquiète pas, dès qu'on va commencer à bouger, il y a quelqu'un qui va venir. Et ça n'a pas Mhm. loupé. Dès qu'on a commencé, au bout de 30 secondes, il arrivait, donc on a pu faire un maximum d'images avant qu'il arrive. Mhm. Et en plus, c'est un set de tournage qui a été utilisé pour le clip d'un des membres de BTS. Alors moi, je connais pas BTS OK. spécialement, mais très très connu, il s'appelle Suga. C'est un groupe de Et donc K-pop, j'imagine. ouais, il a utilisé le Mhm. même set. C'était marrant de voir mes élèves qui connaissaient ce set et puis pas moi. Et dernière partie, c'est vraiment une partie plus sur tout ce qui m'a plu là-bas, en fait, tout ce qui est prenant, le côté spirituel, le côté moderne, et le côté sain, les gens en fait, plus le lien avec les gens, côté Ouais. réalité, mais une jolie réalité. Voilà, c'est mon film. J'espère que tu vas Mais le regarder. là, j'ai plein de questions parce que c'était pas ta première fois en Corée. Euh, c'est quoi la chose la plus choquante culturellement en Corée pour toi? La plus Qu'est-ce qui est choquante, je choquante, là, pense, pas négativement, là, mais le ce choc serait culturel, disons. comparable. Le choc culturel, c'est nous, on est dans des sociétés qui sont assez individualistes. Mhm. Alors ça a son côté, ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés. Le côté coréen, c'est une société qui est très centrée sur le groupe, très confucianiste, donc très centrée sur le Mhm. groupe, et ça se ressent un peu de partout en fait. Et on ressent, quand on connaît un petit peu la Corée, que c'est un peuple un petit peu de caste, où il y avait à un moment donné les lettrés, puis les esclaves, enfin le peuple, et puis c'est très, très comme ça. Ils ont gardé ce côté très hiérarchisé.
en fait. Et ce côté très hiérarchisé, que ce soit par l'âge, que ce soit par le métier, que ce soit par l'argent, etc. Et c'est des choses que nous, on ressent dans notre pays, dans nos cultures, mais qu'on Mhm. ressent beaucoup plus en Corée. Il y a aussi un côté qui est très machiste, mais c'est pas, enfin, c'est comme ça. C'est Mhm. pas critiquable, mais c'est assez choquant quand on essaye d'avoir des attitudes un peu plus féministes. Et voilà, c'est un peu qui Mhm. choque, moi. Il y a un côté, par exemple, à un moment donné, j'ai filmé à Hongdae, donc, qui est le quartier étudiant à la mode, où il y a beaucoup de K-pop en extérieur. Il y a des danseuses, des groupes qui se produisent. Et j'ai filmé deux groupes qui étaient juste l'un à côté de l'autre. Et le premier, c'était un groupe de filles. Et il y avait que des gars autour, enfin Ouais. énormément de gars autour qui filmaient avec des appareils photo qui étaient Et moi, ce qui m'intéresse au-dessus, c'est pas forcément de filmer la K-pop, mais c'était plutôt de filmer les gars qui filmaient les filles. Je me dis, mais pourquoi il y a autant de mecs Alors peut-être c'est des agences de presse, peut-être, j'en sais rien, peut-être je me Mhm. méprends sur le truc, mais en tout cas, de mon regard à moi, de mon expérience, arrivé sur ce décor-là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment beaucoup de gens, et puis ils filmaient avec des caméras pro, quoi, ils filmaient pas qu'avec des téléphones portables. Je me Mhm. dis, ok, il y a un truc. Et puis il y avait aussi un gars derrière que je filme, mais j'ai flouté son visage, là, son regard, pour pas qu'on le reconnaisse, parce que c'est pas cool Ouais. de mettre en scène quelqu'un sur un truc un peu cringe euh, en mettant ça à sa face. Ouais. Et en fait, du coup, j'ai filmé des deux côtés. J'ai filmé au début, sur la première partie du film, on voit ces filles qui dansent et on voit le côté fun, le côté super light que ça peut être. Et à un autre moment du film, j'ai un peu bleuté, j'ai changé un peu les. Enfin, j'ai pas changé, j'ai montré les images de manière un peu différente, en me disant que ça Mhm. peut être un peu bizarre, sachant que des fois, c'est un peu hyper sexualisé, toute cette histoire de K-pop, avec les groupes de Mhm. filles notamment. Donc ça me dérangeait un petit peu. Puis juste à côté, il y avait un groupe où il y avait des gars qui chantaient. Donc le public leur demandait des chansons et puis ils chantaient. Et c'était plus familial. Le public était vachement plus familial et c'était vraiment à 3 mètres l'un de l'autre. Et voilà, donc c'est ce côté-là un petit peu qui est un peu perturbant. Il y a le côté aussi que, ce que j'ai mis dans le film aussi, c'est que à 22h c'est super, c'est la fête, à 20h c'est la fête, et puis à 23h, d'un coup il n'y a plus personne dans les rues. Et les Coréens sont dans d'autres endroits pour faire la fête ou pour se rencontrer. Mais ils sont plus dans les centres-villes, tu vois. Donc c'est un truc Mhm. qui est vraiment illuminé à 21h, où il y a plein de gens très actifs. Ben, 2 heures après, il peut être tout vide. Wow. Et, euh, et comme nous, par exemple, au début, on était habitué à manger vers 20h parce que c'est notre rythme, et c'est déjà quasiment Mhm. fini là-bas encore en fait à 20h. On a l'image d'une société qui vit constamment, mais les Coréens vivent constamment et dehors, etc. C'est toujours animé, mais pour nous occidentaux qui arrivons dans la ville, eh ben, il faut savoir où aller, il faut savoir quoi faire. Et, tu sais, on se dit, chouette, ça va être animé tout le temps, et puis on arrive, et puis finalement, c'est pas très animé, et c'est même fini, quoi. Mhm. Et puis du coup, tu vois, peut-être à deux ambiances, une ambiance quand les lumières sont allumées et une ambiance quand les lumières sont éteintes. C'est vraiment pas la même ambiance. Voilà, des choses comme ça. En termes d'entraînement, Ouais. qu'est-ce que vous avez fait? Parce que tu es allé avec 12 élèves, tu disais? Ouais, en fait, moi j'ai une conception du voyage en groupe qui est assez particulière où je dis à mes élèves, débrouillez-vous, je fais pas de voyage organisé. Il y a des maîtres qui font ça, hein. Je vois le Otamaki par exemple fait un master tour où il va visiter Mhm. plusieurs maîtres, etc. Où c'est une formule qui est tout comprise. Moi, j'ai pas la patience d'organiser un voyage comme ça. Je pourrais le faire, mais c'est beaucoup de travail et je dois le Ouais, faire bien. ouais. Donc, je le fais pas. Je leur dis débrouillez-vous. Et en fait, j'ai aussi envie qu'ils se forment qu'ils se raccrochent pas à moi pour voyager en Corée. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve. Je leur dis on se retrouve tel jour à tel endroit. Et puis je leur avais dit bah écoutez pendant 8 jours on est ensemble et puis pendant 8 jours on fait les trucs ensemble. Donc on va s'entraîner. On était s'entraîner chez deux maîtres différents. Donc à Jinju qui est tout au sud, qui est avec maître Lee Tae-kyung, donc qui est très accueillant, qui accueille beaucoup d'étrangers dans son dojo. Et on a fait du bambou. On a fait de la coupe de OK. bambou, puisque c'est un expert en coupe de bambou. Vraiment, il est très très bon. Ses Mhm. vidéos sont assez impressionnantes. Là, il va passer des trucs, alors qu'il est pas très grand et tout. Là, des trucs de fou. Donc on s'entraîne bambou, bambou. Et puis on est allé aussi après à Daejeon, où avec Maître Han. Maître Han, on s'est beaucoup entraîné sur la résistance. Donc c'est pas mal d'exercices dans les postures du Hedon Gondo, qui sont basses, qui sont rentrées, qui sont différentes. Parce que je rappelle que, une chose que je parle pas assez de Hedon Gondo en termes techniques souvent, mais le Hedon Gondo, c'est principalement la modification de l'utilisation du corps pour pouvoir utiliser un sabre à Mhm. son plein potentiel. C'est-à-dire, c'est Mhm. pas quelqu'un qui porte un sabre qui va s'en servir.
C'est-à-dire qu'on devient le sabre. Mhm. Ça se ressent particulièrement sur nos appuis et quand on voit deux pratiques différentes. Je vais pas comparer la pratique japonaise, mais en tout cas, quand on voit deux pratiques différentes, quelqu'un qui pratique le Hedongomdo correctement avec les positions, on sent le déséquilibre vers l'avant. On sent du coup le sabre qui a plus de puissance, plus de ballon. Mhm. Alors, c'est meilleur ou moins bon, j'en sais rien. Et puis, la meilleure façon de le savoir, ce serait de se battre avec d'autres personnes qui ont des sabres. Ouais. Pourquoi pas, on peut essayer. Ben Moi, oui. je suis ouvert aux expériences. Euh, mais il faudrait des sabres lourds quand même. Mhm. J'allais voir du côté AMHE. Mais bon, c'est pas le principal on en fait, enfin, des fois, on s'amuse un petit peu avec certains assistants. Et donc, du coup, ça nécessite des positions ancrées, rentrées. On modifie normalement, on est plus sur l'extérieur. Il y Mhm. a des positions du type Kibadachi, je crois, en karaté, qui sont les Ouais. positions du cavalier, tu sais. Chez nous, elles Mhm. sont plus rentrées, les genoux sont rentrés, le centre est sur l'arrière, on a ses épaules. Et vraiment pour que le sabre puisse avoir cette dynamique-là. Et au bout de quelques temps, une fois qu'on applique les techniques, donc les positions de base, Kimase, Sodose, Pomse, Tedose, Kimase, Chainse, tout ça, toutes ces positions permettent de courir avec un sabre, quoi. C'est-à-dire d'être libre avec un sabre et d'utiliser à son plein potentiel. Et donc on a travaillé pas mal ça avec Maître Han, donc c'est par des exercices de posture. Hein. Les nouvelles, on a des nouveaux exercices en passage de grade, on doit rester dans une position, tu sais, cavalier mais très bas, avec les genoux rentrés et les mains comme ça, Mhm. en respiration pendant une demi-heure pour les ceintures 20 minutes. Un quart d'heure ceinture noire, 20 minutes deuxième dan, troisième dan 25 minutes, quatrième dan 30 minutes, etc. C'est Mhm. un challenge assez sympa. On a Ouais. travaillé aussi sur toutes les formes un peu shotgun qui sont des formes un peu de stretching musculaire de préparation. Tu vois, c'est tout ce qui est rentrer la main, prendre des positions un peu contraires habituelles, position d'habitude, rester ouvert, aligner ses épaules, aligner son corps. Euh, c'est un peu, tu vois, stretch le corps à fond et résiste. Ça renforce Mhm. les tendons, les muscles, etc. Puis on a travaillé sur du sabre en mousse aussi, parce que c'est des nouvelles trucs qu'ils essaient de mettre en place, des exercices au sabre en mousse. Donc c'est un grand sabre en mousse. Et c'est intéressant dans le système de coupe. Tu vois, c'est un peu comme la boxe, tu sais, quand on met les pattes d'ours. Ouais. Le but, c'est de travailler vitesse et précision. Mhm. Tu vois, quand on fait toutes les patterns, tac, 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 où ça doit être rapide, précis, c'est un enchaînement, faut jamais lâcher, il faut toujours être concentré, toujours être sur le moment présent, etc. Et c'est un peu pareil avec le sabre en mousse. Moi, je conçois ça un peu pareil. Sabre en mousse, soit on a le sabre pour avoir des cibles, soit on a des PAO. Et le but, c'est de couper. Donc, il faut passer à travers, c'est-à-dire qu'avec le bout du sabre, on va passer à travers le PAO. Et on a donc plusieurs exercices de coupe, toujours pareil dans les Dongomdo, et c'est très dynamique. Mhm. Et ce qui est intéressant, parce que moi je vois beaucoup de styles de sabre ou pratiques d'armes qui sont pas très dynamiques. Souvent, ce que je reproche, parce que je reproche entre guillemets, ce qui me saute aux yeux quand je vois des pratiques euh, d'armes, d'épée, c'est le côté Mhm. manque d'appui et de mobilité. Le côté où des fois je C'est plus sens la souffrance dans statique. leurs genoux, voilà. Mhm. Ou même quand ça bouge, tu vois, ça bouge avec des appuis ouverts souvent. Donc des fois Mhm. c'est justifié, mais moi ça me saute aux yeux maintenant avec la Mhm. pratique. Voilà, on a travaillé pas mal de trucs comme ça. On s'est pas entraîné à outrance parce que moi je vais plus en Corée pour m'entraîner énormément. Je préfère m'entraîner énormément en France, c'est moins cher. Mais si je fais 12 000 km, c'est pour manger, c'est pour voir des gens, c'est pour comprendre la culture coréenne, c'est pour me mélanger à tout ça. Mhm. Voilà, et je pense que une bonne balade dans la ville, en étant ouvert, en étant à l'écoute de ce qui se passe, c'est aussi bien qu'un entraînement. Et puis si, Ouais. tu vois, je sais pas, 50 personnes qui font venir 1 mètre, c'est moins cher que 50 personnes qui vont voir le mètre. Il faut revenir aussi au niveau monétaire. Si on veut un Mhm. hard training, on le fait venir. Voilà, il nous éclate en France, il n'y a pas de problème. Mhm. Puis voilà. Parce que j'ai fait ça en fait, hein. J'ai fait quand j'ai commencé, enfin, au début je faisais des arts martiaux, là je partais avec mon père en Corée. Je suis parti 2 3 fois comme ça, où on faisait un stage de 15 jours et on allait visiter 2 fois Séoul. Mais le reste du temps, on était dans un hangar militaire euh, où on faisait du Hapkido pendant 7 heures dans la journée. Ouais. On chutait sur des bâches, tu sais, au début tu crois que c'est un tapis, puis tu sautes dessus, tu vois que c'est une bâche en fait, sur du béton. Donc la première fois ça fait très mal. Damn. Et avec le maître qui Oui, j'imagine. ne cesse jamais de nous faire chuter, chuter, chuter constamment, constamment. Alors c'était cool, hein, niveau mental, Oui, parce que niveau. j'imagine, c'est ça, ça travaille. Mais j'allais dire parce que l'apkido, c'est
Je fais juste une mise en contexte pour les gens qui ne connaissent pas. L'Apkido, c'est comme le Jiu-Jitsu ou l'Aikido Ouais, je coréen. dirais Jiu-Jitsu. Plus les gens Ouais. disent Aikido, mais en fait, il y a la version attaque aussi. Donc, ce qui est Donc, coup c'est de pied, plus du coup de poing, Jiu-Jitsu. projection, OK. c'est plus Jiu-Jitsu. Ouais, Ouais. ouais OK. plus Jiu-Jitsu coréen. Ouais. Mhm. Donc, le Ouais. but, ouais, c'est vraiment tout niveau, frappe tout niveau, percussion, clé, projection, un petit peu de sol et beaucoup d'armes aussi. Comme Mhm. c'est un peu rattaché à l'aïkibudo. Mhm. Donc, version ancienne des arts martiaux japonais. Donc, il y a pas Ouais. mal. Il y a du sabre, il y a de la matraque, là, du dangbong, donc la petite, du petit bâton. Il y a aussi des fois du grand bâton, de la canne. Hmm. Ça peut varier. Intéressant. Puis, Voilà. mais Voilà question pour mon technique, voyage. quand vous faites Hmm. du Eidon Gondo puis vous voyagez comme ça, vous pouvez pas traverser avec vos sabres, là, j'imagine, en On peut, avion. on peut Ouais. le faire, mais ça coûte cher parce qu'il faut avoir un Mhm. bagage dédié. C'est du Mhm. gabarit, c'est du matériel sportif, donc des fois c'est un peu embêtant. Quand il n'y a pas de championnat ou choses comme ça, on demande à ce que sur place ils nous prêtent des sabres. Simplement, ils nous prêtent des sabres en bois. Mhm. Si jamais on passe des grades, ils nous prêtent les faux sabres, ils nous prêtent les jean gum pour faire les coupes. Donc non, encore ils sont Mhm. assez organisés. Ils arrivent à avoir du matériel à prêter assez facilement si on prévient à l'avance, puis sinon on prend. En fait, on peut voyager avec les armes, on les met en soute. Il faut juste un bagage adapté, que Ouais. ça soit pas cassé en arrivant, quoi. Ben, parce que, tu vois, comme quand je suis allé en Irlande pour les mondiaux avec ma fiancée, euh, elle, en compétition, a fait du katana, mais tu sais, c'est un yai, dans le fond, c'est un sabre qui Mhm. n'est pas aiguisé. Fait que ça, je figure que ça, tu sais, elle avait un bagage dédié, un étui spécial, puis c'était en soute. Mais comme vous faites de la coupe, puis ça prend des sabres affûtés, c'est pour ça que je me posais la question, est-ce que ça Ouais. passe aux Alors en douanes fait, quand après, c'est c'est quand c'est toutes les équipé? législations, c'est en fait, il se peut que ça passe, il se peut que ça passe pas. Donc si Hmm. ça passe pas, bah, ils t'appellent en fait, hein, il te faut revenir Hmm. dans le haut. C'est pour ça qu'ils tu sais, ils te disent souvent quand tu mets ton bagage en soute, ils te disent attendez 5 minutes, puis passez les portes. Hmm. Au cas où ils ont besoin de t'appeler pour faire revenir le bagage et pour l'ouvrir. Et bah, des fois ça arrive, hein, c'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des faux sabres avec mon père à une époque où ils avaient fait revenir le bagage, ils avaient demandé d'ouvrir le carton et de sortir tous les sabres un par un pour voir si c'était coupant ou pas. Hmm. Ensuite, une fois qu'ils se rendent compte que c'est coupant, ben, on n'a pas trop le droit de transporter des armes comme ça. Non, Donc c'est du ça. coup, il faut pouvoir prouver que tu as un besoin de transporter en fait. C'est comme la législation française chez nous, Hmm. c'est interdit de transporter des armes, sauf si bah, tu as un objectif, tu as un but. Il faut pouvoir prouver que ton transport est légitime. Hmm. Et c'est à l'appréciation des forces de l'ordre. C'est-à-dire si le policier, même si tu montres plein de documents, en disant, regardez, je pratique, là j'ai un cours à tel endroit, à telle heure, s'il n'a pas envie, il va faire des problèmes. Mais normalement, c'est la paperasse pour lui. Donc s'il voit que Hmm. t'es pas fou et que tu as un motif sérieux pour transporter ton arme de tel endroit à tel endroit, dans un étui sécurisé, nous on a des mallettes à code, tu sais, des mallettes en dur là, avec un code, comme pour les fusils, Hmm. pour Ouais. transporter les jean gum, donc pour transporter les vrais sabres. Et on Ouais. fait très attention sur les événements, de les mettre à côté, tous au même endroit. Et quand on s'en sert pas, on ferme à clé. Mhm. Et on les sort que pour la coupe. On ne se sert pas de sabre tranchant pour parader ou ce genre de choses. Parce que Ouais. même si c'est très beau, c'est très dangereux. Moi, Non, j'ai c'est toujours ça, c'est clair. la peur quand on fait de la coupe en événement, en démonstration, en compétition, qu'un enfant traverse le périmètre au mauvais moment, quoi. Et donc on fait vachement attention. Dès qu'on sort le sabre, il y a des gens qui sont là pour checker Mhm. les alentours. Ouais. Voilà, Ouais, mais c'est ça, clair. ça se fait. Ah, mais ça va être un vidéo fascinant. Je vais aller écouter ça dès qu'on Il faut que tu termine regardes. l'enregistrement. Ouais. Ah C'est ouais, pas clair, mal de c'est clair. succès cette vidéo. Et je me suis vraiment déchiré. Enfin, j'en suis fier en fait, hein, parce que c'est vraiment un aboutissement de Ben, pas c'est mal clair, de c'est beaucoup temps de travail, là. d'auto-formation. Ouais, je me suis fait plaisir. Puis je Puis, pensais je me pas, tu demandais. vois, pouvoir jouer dedans. C'est Ouais. pouvoir incarner quelqu'un dedans. Et en fait, bah, du coup, ça s'est fait parce qu'Emmanuel a bien voulu m'assister. Hmm. T'avais quelqu'un pour tenir la caméra, donc t'as pu t'inclure dans le truc. Tu te Mais moi, demandais. j'allais demander, on a commencé, moi perso, j'ai commencé comme début 2020 à diffuser. Toi aussi, tu avais commencé ta chaîne à peu près à la même époque. Est-ce que tu as vu comme est-ce que tu as vu un impact sur
les retours que tu as, soit des élèves. Est-ce que tu as des élèves qui sont venus parce que j'ai vu ton vidéo, donc ça a piqué ma curiosité, donc je viens à ton dojo? Est-ce qu'il y a des impacts, Ouais. puis quels sont-ils? Comment ça se passe pour toi, ce côté-là? Alors, les impacts, je les ai surtout vus l'an dernier, OK. à la rentrée dernière, septembre dernier. Et ouais, en fait, ça a beaucoup d'impact. Alors, moi, je fais essentiellement pas de contenu technique Mhm. arts martiaux, c'est-à-dire que je pense pas que la technique s'enseigne sur des vidéos. Je pense que les gens doivent venir Mhm. dans les dojos, dans les écoles pour apprendre, même si un jour je serais peut-être amené à en faire, histoire d'inciter les gens à venir plus. Mhm. Ou peut-être sur des petits tips, des petites choses qui m'énervent dans les autres pratiquants de Nongomdo que j'ai envie de corriger. Ou chez mes élèves, parce que je fais essentiellement la chaîne pour mes élèves. Ouais. Et l'an dernier, ouais, on a pu augmenter significativement le nombre d'élèves. On était à 130 et on est passé à 160 Wow. l'année dernière à la rentrée. Et c'était, je pense que c'était dû aussi au fait que sur la chaîne YouTube, je faisais plus de contenu qui montrait la vie du club. Mhm. J'ai fait une vidéo sur la remise du matériel, j'ai fait une vidéo sur la remise d'un sabre, j'ai fait des vidéos comme ça en fait qui montrent comment ça se passe. Voilà. Parce que je Mhm. pense que les gens, si des fois ils ont peur de franchir la porte d'une école, c'est de se dire comment je serai reçu, Mhm. comment je vais m'intégrer, comment je vais être intégré par l'ensemble des gens qui composent cette école et parfois ils ont peur. Et voilà. Et l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que les gens nous découvraient sur un événement et allaient sur la chaîne YouTube et du coup ensuite venaient au club parce que la chaîne YouTube les avait un peu convaincus. Ouais. Ils s'étaient dit, oh, mais c'est trop cool, en fait, je veux venir. Et je pense que ça a cet effet-là. Et ce qui est marrant, c'est que c'est sur les vidéos où j'ai le moins de vues qui ont fait, je pense, venir le plus de gens en physique. Mhm. Parce que les vidéos que les gens qui vont motiver les gens, les personnes qui sont en capacité de venir au club, ne sont pas celles qui sont plus tactiques, on va dire, mais celles qui sont plus sur la vie de club, sur des choses qui peuvent paraître pas très intéressantes pour les scrollers avides de YouTube, qui peuvent être intéressants pour ceux qui s'intéressent à l'art martial, au club. Et toi, est-ce que tu as vu Ben, des répercussions? c'est ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, de mon côté, à date, en tout cas, j'ai personne qui est venu en disant: Ah, j'ai vu, tu sais, j'écoute ton podcast depuis X temps, ou j'ai écouté quelques podcasts, puis je cherchais une école, donc je suis venu à ton dojo à cause de ça. J'ai pas cet impact-là, parce que dans le fond, l'emphase n'est pas mise sur nous tant que ça. Tu sais, on parle beaucoup de nous, mais je veux dire, c'est pas Il des vidéos où ce n'y qu'on a pas se de met de la. vidéo de démonstration. Non, pas tant que ça, non. Bonjour, chérie. Euh, c'est ça. Donc, c'est pas tant des vidéos démonstratives ou exploratoires comme toi tu fais. On n'est pas tant en mode vidéaste. On a fait quelques fois des podcasts pendant des événements. Mm. Mais ce que je me rends compte, justement, en allant dans des événements martiaux, c'est que les gens écoutent. Dans le fond, notre auditoire, c'est déjà des pratiquants, c'est des enseignants, c'est des élèves. C'est ça notre auditoire. Donc, ce que ça fait, c'est Ah, que ça c'est une nous. niche. Ouais, c'est niché, mais ça nous bâtit un réseau, je pense. C'est Mm. l'aspect que j'apprécie le plus, c'est que ça nous bâtit un réseau, ça nous crée des contacts, que ce soit pour organiser des séminaires, que ce soit pour aussi faire connaître nos écoles, mais à d'autres professeurs. Après, ben, il y en a peut-être de ceux-là qui maintenant viennent dans nos tournois parce que là, ah ouais, ok, j'ai découvert un peu la gang de karaté Sunfuki dans son ensemble. Mais je pense pas que moi et Jérémy, mettons, directement, on a eu plus d'élèves grâce à ça, mais ça sert beaucoup à faire connaître nos écoles et l'ensemble des écoles qu'on met de l'avant, dans le fond, l'ensemble des invités qu'on reçoit. Euh, Auprès des autres pratiquants puis auprès des autres enseignants. Fait que ça, de ce côté-là, je pense que c'est positif. Puis c'est beaucoup Mm. un travail d'archivage, je pense, de la scène des arts martiaux, de faire connaître les différents aspects, trucs. Donc, c'est plus culturel. Mais je me rends compte, c'est ça, quand j'arrive dans des événements, ah, entretien avec un guerrier. Puis là, tu sais, je ne m'attends pas à ça toujours. Puis ça, là, les gens viennent Ouais. me voir, hey, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais merci, tu sais. Mais c'est ça. Puis, je ne m'attendais pas directement à voir des gens qui viennent au dojo grâce à ça. Mais je Mm. pense que ça nous aide à bâtir c'est ça, un réseau, puis peut-être aussi une crédibilité Ouais. parce que les gens
qui connaissent ça, ben, puis qui suivent, se rendent compte qu'on est sérieux dans notre démarche puis dans notre pratique. Tu sais. Je pense que ce côté-là est Et positif. puis ils se rendent compte que vous êtes Mais, super sympa surtout. ben oui. Ben, franchement, Peut-être, là, moi, oui. C'est ça, ouais. une des raisons Ouais. principales pour lesquelles j'écoute votre podcast, c'est parce qu'il est vraiment, vous êtes super agréable à entendre en fait. Super Mhm. ouvert, super en questionnement. Il n'y a pas un gras, même face à des fois des intervenants qui sont un peu sur deux, euh, sur des thématiques des fois qui sont un peu clivantes. Mais vous êtes super Ouais. ouvert et enfin ça passe quoi, ça passe super bien. Moi j'ai envie de venir pratiquer chez vous hein, quand je vous écoute, hein. Que Ah ce soit toi ou ben écoute, Jérémy, c'est vraiment agréable. tant- tant mieux si ça donne. Mais c'est un commentaire que je reçois souvent, c'est que oui, tu sais, comme le ton est ouvert. Puis je pense que notre curiosité puis notre ouverture d'esprit d'accueillir des gens de différents horizons J'ai perdu a Emmanuel. ça de positif que parce que veux pas, on n'est pas toujours d'accord avec la vision de tout le monde. Ouais. On la partage pas forcément tout le temps. Ou on a même reçu des invités qui, tu sais, un tel invité aime pas tel autre invité, mais on les reçoit tous les deux au Mm. podcast, mais pas en même temps. Mais, tu sais, et ça donne la voix à tout le monde. Puis après, je pense que c'est justement à l'auditeur à faire le tri. Ça permet d'exposer tout le monde. Puis après, ben, si la vision de la personne X ou Y te plaît pas, ben, au moins tu sais un peu plus de Ouais, tu quoi il sais, retourne. Ouais, c'est ça. Tu sais, je ouais, tu pense sais quelle que est ta vision, ça affine notre vision. C'est vrai. ben oui, c'est ça. Tu sais, le problème, c'est que dans l'ancienne génération, eux avaient pas accès, il n'y avait pas Internet, donc ils pouvaient avoir plus, j'ai l'impression, d'écoles qui persistaient longtemps, qui existaient longtemps, en ne Mm. reposant pas sur grand-chose, finalement. Tu sais. Donc, maintenant, une école qui n'est pas sérieuse, puis qui n'a pas quelque chose à offrir, ben, je pense pas qu'elle va perdurer, tu sais. Parce que même si on n'aime pas la démarche du professeur, ben s'il y a des élèves qui viennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent constamment, c'est en quelque part, et qui restent aussi, surtout, répond à un besoin. Après, nous, en tant que pratiquants, ça peut ne pas nous correspondre. On peut trouver que c'est une démarche qui est pas complète ou qui est une démarche qui n'est pas assez traditionnelle ou pas assez moderne ou peu importe. Mais au final, maintenant, il y a tellement de choix que je pense que ça ne sert à rien de vouloir tirer la couverture de son côté. Les gens peuvent aller où ils Mm. veulent et trouver ce qui leur convient. Tu sais. Mm. Ouais, de toute façon, on peut pas forcer les gens, hein. Ben non, c'est ça. Puis même si, tu sais, la vieille mentalité de dire, là, je vais garder mes élèves là, dans ma vérité, comme, tu peux plus faire ça. Parce que l'élève a Mm. accès à la connaissance, il a accès aux autres styles, il a accès aux propos des autres. Donc, si tu lui dis des choses qui sont pas vraies, ben, il peut vérifier. Puis donc, il va falloir que tu te Mm. justifies. Donc, tu es aussi bien d'encourager les gens à se questionner, puis à se renseigner, puis à leur dire, écoute, j'ai pas la vérité infuse, ça se peut que je me trompe, voici ce qu'on m'a transmis comme savoir. Puis si un élève te revient en disant, hey, j'ai vu un truc, ça dit que tel truc historique, finalement, c'était peut-être plus ça ou ça, ben, être ouvert à ça, puis à faire, ah oui, parfait, puis à se questionner, tu sais. Parce qu'il y Mm. a beaucoup de mythes hein, dans les arts martiaux Ouais, qui ont puis ça, perduré au fil du temps. Là. ouais, Mm. ouais, Fait que, complètement, t'as raison. Et puis ça permet aussi de. Puis des fois aussi, il y a des trucs qui traînent sur Internet qui sont pas vrais. Et c'est bien aussi, moi des fois j'ai des élèves qui viennent me voir en me posant une question, mais j'ai lu ça, et j'ai vu ça, mais qu'est-ce que t'en penses? mhm. Et ça permet de préciser des choses aussi, de dire, ah ouais, bah, de remettre dans le contexte. Des fois, il y a des choses qui sont pas dites sur Internet aussi. C'est important de redire, de préciser. Ouais, ouais, Moi, j'ai posé 100%. des questions à ChatGPT l'autre jour, Ah ouais? qui m'a répondu des choses. En fait, on se rend compte que bah, tout ce qu'une IA peut faire, c'est consulter tout ce qu'il y a sur Internet Mhm. et puis de faire une réponse globalité, mais c'est pas la vérité, quoi. Non. C'est-à-dire, c'est selon tout ce qu'il y a sur Internet, voilà ce qui sort. Mhm. Tu sais, nous, on a beaucoup de débats avec les arts martiaux. Enfin, les gens nous emmènent beaucoup sur le débat du sabre coréen, sabre japonais. Mhm. Et on a beaucoup ces questionnements. Donc, j'ai demandé à ChatGPT. Et bah, ChatGPT, pour l'instant, il est un peu pro-japonais. Euh, Mhm. dans le sens Ouais. où bah, il y a plus de contenu sur les arts martiaux japonais que sur les arts martiaux coréens, je pense, sur Internet, et qui fait la synthèse, c'est normal. Mhm. Donc, ça m'a aussi appris à relativiser un peu. Mhm. Et sinon, tu fais du ninjutsu. Oui,
Depuis, grâce au podcast, j'ai fait la connaissance du fantastique Kevin J. Gagnon, que je salue, qui est devenu un ami grâce au podcast, j'oserais dire. On l'a reçu. Après ça, on a fait des lives avec lui. Il est venu comme co-animateur. On se parle en dehors des ondes. On se parlait régulièrement, tout ça. Et puis, dans le fond, la réflexion. Moi, je pense que je suis un curieux, là. C'est le côté hyperactif un peu, de m'intéresser à beaucoup de choses. Pendant le COVID, je me suis inscrit quelques fois sur la plateforme Imaginart de Lionel Froidure, là. Puis j'ai vraiment adoré l'art escalier escrima double thérapylone, mais il n'y a pas de professeur d'art escalier escrima double thérapylone au Québec. Puis, comme tu disais tantôt, il y a une limite à ce que la vidéo peut apprendre. Mais j'ai quand même exploré différentes choses, puis je me suis amusé. On avait beaucoup de temps libre. Puis le ninjutsu est arrivé à cause du podcast. Et plus je parlais avec Kevin, plus je voyais des vidéos, je regardais un peu ce qu'il faisait, tout ça, plus je voyais des similarités avec ma propre pratique, qui est le Kenpo, karaté, qui est beaucoup basé sur l'autodéfense en situation concrète. Donc, c'est vraiment, ça repose sur beaucoup plus des notions d'agression de type ordinaire, agression dans des contextes réels, façon de parler. Puis le ninjutsu, il y a beaucoup de ça, c'est l'art d'autodéfense ninja. Et là où ça explore d'autres aspects, ma façon de simplifier la différence, disons, entre le Kenpo et le ninjutsu, c'est que le Kenpo, c'est beaucoup euh, arrêter l'attaque et terminer l'attaque. Dans le sens, j'arrête l'agression, je la termine, je m'en vais. Le ninjutsu, le focus est beaucoup dans l'évasion, échappement, puis dans la fluidité, puis dans le contrôle du corps. Donc, le Kenpo, c'est dans le renforcement du corps, dans le renforcement de la force mentale par le renforcement de la force physique aussi, beaucoup. Donc, c'est comme deux extrêmes, tu sais. C'est comme quand il parle d'art interne, d'art externe, là, tu sais, c'est deux extrêmes d'un même aspect qui est l'autodéfense. Donc, je trouvais que c'était. Yin Yang. Ouais, yin-yang, vraiment, vraiment. Euh, Puis les deux se complètent vraiment bien et il y a beaucoup de notions qui se rejoignent. Fait que c'est ce qui faisait que ça m'intéressait parce que j'avais pas l'impression de repartir à zéro dans quelque chose qui allait complètement éclater ma conception des arts martiaux. Puis que là, ça allait être difficile parce que j'allais tout redéfinir, devoir tout redéfinir. Dans le positionnement, dans plein d'aspects, il y a beaucoup de parenté. Il y a beaucoup de contrôle articulaire dans ninjutsu aussi, forcément, vu que c'est de l'autodéfense aussi, beaucoup. Et puis écoute, j'ai eu 41 ans cette année. Il y a beaucoup de pratiquants qui vont, des fois, tu sais, ils vont faire un art martial pendant 10, 15, 20 ans. Puis là, éventuellement, vont s'intéresser à autre chose. Un autre, tu sais, il va y avoir des longs cycles. Puis moi, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le karaté, mais comme je dis, j'ai 41 ans. Fait que, je sais pas, on dirait que l'horloge biologique interne, là, je me disais, j'ai le goût d'explorer des choses, puis je veux le faire pendant que j'ai la forme aussi physique pour le faire. Puis je voulais approfondir ma pratique martiale, l'enrichir. Pas qu'elle manquait de profondeur, mais l'enrichir. Et c'est ce que ça m'apporte. Ça apporte vraiment des visions différentes, des conceptions différentes. Et en tant que pratiquant qui enseigne, forcément, maintenant, comme c'est mon travail à temps plein, il y a un aspect aussi où le ninjutsu, c'était comme un fun project sur le côté en tant que tel. Au début, c'était un passe-temps. Puis là, je me suis dit, j'ai le goût d'avoir aussi des partenaires d'entraînement parce que j'étais un peu tout seul dans mon coin au début. J'ai trouvé une partenaire d'entraînement dans le coin de mes écoles avec qui j'ai pratiqué. Ça m'a permis d'avancer. À distance, avec des cours avec Kevin à distance où il commentait, il nous guidait, tout ça. Et puis là, en l'ouvrant une plage horaire à mon dojo de ninjutsu, ça me permet
éventuellement de le transmettre à d'autres, puis d'avoir des partenaires d'entraînement, parce que c'était vraiment, je suis très ouvert, là, c'était vraiment le but, c'est d'avoir C'est des gens avec c'est qui un point pratiquer. intéressant, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Puis le fait Bonjour que, Josiane. comment, oui, bonjour Josiane. Le fait que ce soit complémentaire, je trouvais que pour mes élèves qui pourraient être intéressés de le faire, ben ça allait enrichir leur pratique également. Puis le Ouais, et ninjutsu, puis même pour... ben, à mon dojo, est ouvert aux 14 ans et plus. Comme le dojo de Québec D'accord, aussi de Kevin, il prend que d'accord. des plus vieux, des ados et adultes. Et moi, j'aimais cet aspect-là parce que j'enseigne déjà aux enfants au niveau karaté. Puis le ninjutsu est plus cérébral. Donc, je trouvais que les concepts, tout ça, il y a quelque chose de plus fluide de l'enseigner à quelqu'un qui va le capter vraiment rapidement. Mais je sais qu'il y a un dojo de Ninja Québec qui enseigne dans une région au centre du Québec D'accord. et eux prennent des enfants. Juste pour te couper, Ouais, vas-y. Excuse-moi. c'est ça peut paraître, et je pense aux gens qui pourraient écouter le, je sais pas si je vais appeler ça un podcast ou la vidéo, peu importe, Ouais. mais qui pourraient écouter, ils se disent ouais, il a commencé il y a pas longtemps et il enseigne déjà. Juste en fait, c'est important pour comprendre les choses d'essayer de les transmettre. Et je Ben, pense que c'est, je ouais. sais pas ce que t'en penses toi, oui, effectivement. Exact. Puis, comment dire, j'ai appelé ça un groupe d'entraînement, en fait. Donc, si tu vas sur la page que j'ai créée pour l'entraînement ninjutsu, j'ai pas marqué école de ninjutsu, j'ai marqué groupe d'entraînement. Parce que je me permets de guider l'entraînement parce que j'ai acquis un certain nombre de connaissances depuis un certain temps. Mais évidemment, je pense pas que j'aurais été assez culotté pour faire ça si j'avais été un débutant en karaté également. Donc, c'est le 10 ans Oui, d'expérience dans les arts voilà. martiaux et bientôt 7 ans d'expérience d'enseignant font que je me sentais à l'aise de le faire. Puis c'est avec la bénédiction Ouais. de Kevin, évidemment, que je Voilà, continue. en plus, Oui, oui, ben, je continue d'enseigner. souvent ça étonne les gens en Ouais, fait. ouais. Ouais. Souvent ça étonne les gens, tu sais, quand t'as une pratique depuis pas longtemps, mais même si t'as une pratique martiale qui est longue avant, Mhm. ils se disent ah mais t'as fait qu'un an. Mm. Moi, par exemple j'ai ouvert l'école, enfin le club de Hedon Gomdo, je l'ai ouvert un an après avoir commencé. Ouais. Mais c'est parce que voilà, enfin, moi j'avais 20 ans, enfin ouais, quasiment 20 ans d'expérience dans les arts martiaux, Ouais. je me suis dit bon on y va quoi. Ben oui. Puis enfin, de toute façon, on était un peu obligé. Et puis pour comprendre en fait, même pour comprendre ce qu'on fait, Mhm. la nécessité d'avoir un groupe avec qui s'entraîner, avec qui partager et de devoir les guider, ça permet de prendre un niveau. Tu le vis toi, donc tu sais. Mhm. Ben, c'est exactement ça. Puis, tu sais, comment dire, l'expérience en karaté aussi faisait que je pense que j'ai réussi à avancer à un rythme intéressant malgré la distance avec le professeur. Tu sais, on s'est vu une fois, deux fois. J'ai fait deux séminaires slash après-midi d'entraînement avec Ouais, lui en personne. Le reste, c'est tout fait à distance avant que je me rende au séminaire récent d'il y a 2 semaines, là, où j'ai passé un examen de ceinture devant le comité provincial d'évaluation, comme dirait Kevin, euh, qui est le groupe d'enseignants qui enseignent dans les autres dojos, et son professeur américain qui s'appelle Dennis Mahoney. Il était là puis il a participé à mon évaluation. Donc, ce qui est intéressant dans le ninjutsu, dans la forme de l'évaluation, c'est que ça repose sur un système de pointage, du moins chez Ninja Québec, un système de pointage sur 60 points et qui est, comme dit Kevin encore, je le cite, un degré de cuisson vers la ceinture noire. Donc, soit à 60 points, tu es rendu à la ceinture noire, c'est ce que je comprends. Et il y a un nombre de temps aussi qui est requis pour pouvoir passer la ceinture. Donc, même si j'ai eu X nombre de points, disons, à mon évaluation ce mois-ci, ben j'ai reçu telle ceinture parce que j'avais tel temps de fait. Donc, il y a un temps de requis, un d'accord. temps de maturité à acquérir aussi, pas juste d'être capable d'exécuter le contenu. Mais au niveau de l'exécution, moi, j'étais vraiment content. Euh, humblement, j'étais content de moi parce que j'ai tout fait à distance, fait que je ne savais pas du tout de quoi j'allais avoir l'air. Donc, juste qu'ils me disent bravo, tu as réussi un premier niveau, ben j'étais content de moi. Mais Et du coup, tu pratiques aussi des armes, du main nue, ouais, c'est plus. ben dans le karaté, tu vois, ça j'en faisais déjà. Parce que chez nous, chez Karaté Sonfuki, Mhm.
le Oui. Kobudo, la pratique du Bo, du sabre, du nunchaku et du kama, ça fait partie de notre cursus. Donc, c'est un aspect qui était déjà là. Mais dans le ninjutsu, il y a la pratique du sabre également, mais en tant qu'extension du corps. Donc, il y a un des aspects où c'est sabre et armes et corps ne font qu'un. Puis c'est vraiment où tu te rends compte que toutes les techniques que tu fais main nue pourraient être transférées avec le sabre et vice-versa. Donc, le sabre devient un outil pour peaufiner tes défauts parce que le sabre, tu le sais mieux que quiconque, amplifie tes défauts dans tes Oui. déplacements, dans tes mouvements, Oui. etc. C'est ça. Donc, tu peux pas tricher avec une arme. C'est une antenne. Ouais, Ça amplifie. 100%. Fait que c'est ça, mais c'était vraiment intéressant parce que ça te sort de ta zone de confort, ça te remet à la base. Donc, en tant que professeur, là, je t'ai rendu plus avancé en Kenpo. Mhm. Je pense que c'est mon troisième Dan, etc. Là, de recommencer à zéro, entre guillemets, même si je dis qu'il y a beaucoup de parenté, c'est quand même de repartir en tant qu'élève. Ben ça, c'est très nourrissant, puis ça nous remet, je sais pas, ça nous remet sur le plancher des vaches, là, façon de parler. Ouais, et puis ça, même pour le cerveau, c'est bon, Ouais. parce que le fait de stimuler un apprentissage de nouveau, ça permet d'ouvrir plein de choses, de rester en forme, hein. Ben, tu sais, moi, je pense que ça, c'est important de le faire jusqu'à la fin de sa vie, là. Honnêtement, Mm. j'ose espérer que je vais apprendre jusqu'à mon dernier souffle. Puis Ouais, c'est mon on but. ose. Ouais, c'est mon but. Mais on se dit souvent, et en fait, la société nous conforte beaucoup là-dedans, dans le fait que de dire, oui, au bout d'un moment, on peut plus apprendre, ça y est, on est trop vieux et tout et tout. En fait, moi, je sais pas, je pense que tu t'en rends compte aussi, mais le cerveau est plastique encore Mhm. jusqu'à la fin de notre vie, je pense. Si on mange assez d'oméga 3, il paraît, mais il est plastique jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est en fait ce qui fait qu'on a beaucoup de mal au bout d'un moment à apprendre, c'est le fait d'arrêter d'apprendre. Mhm. Moi, je le vois, bah, je l'ai vu récemment au niveau de la vidéo, et je l'ai vu aussi au niveau du Dongomdo, quand j'ai repris, enfin, quand j'en ai fait, quand j'ai commencé à le faire, Mhm. où j'avais déjà un niveau en taekwondo, hapkido, et reprendre un petit peu des bases. Mais je vois qu'en fait, plus on apprend, plus on cherche à apprendre, plus on apprend. Et je pense qu'on est sur une génération, peut-être, si on ose, vu le savoir qu'il y a à notre portée sur Internet, euh, on peut, sur YouTube de nos jours, être très très avancé sur plein de domaines, Ouais. juste en regardant des tutos. Et en tout cas, avoir Ouais, envie et 100%. être motivé à le faire, hein, sans avoir besoin d'aller dans un truc de formation, ou nous vendre un diplôme. Mhm. Et on peut apprendre, hein, on peut apprendre à tout âge. Il faut juste, c'est peut-être les premiers pas qui sont les plus durs en fait. Puis après, une fois qu'on est repassé en mode apprentissage, ça vient tout seul, hein. Exactement. Je Je pense pense que c'est. que l'important, c'est de choisir quelque chose qui convient à l'endroit où on est rendu dans notre vie. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a toutes sortes d'arts. Tu sais, évidemment, que peut-être commencer le Jiu-Jitsu brésilien ou le MMA ou le Muay Thai à 70 ans, ça peut être plus difficile. Je pratique pas Ça ces peut arts-là, être mais compliqué. c'est très physique. Donc, mais je pense qu'il y a des arts adaptés à tout le monde euh, et qui vont aller chercher quelque chose de différent, tu sais. Et puis la pratique du sable, souvent, la pratique des armes en général, là, on a dit ça souvent sur les podcasts, puis je pense qu'on en avait même parlé sur les discussions martiales. Tu sais, la pratique des armes, c'est souvent questionné par les gens qui font des sports de combat en disant mais ça sert à quoi? Ouais, Tu sais? attends, ouais, ça sert à quoi? Enfin, vous faites que du Non, sabre? tu pourras pas te défendre avec Vous une, tu faites sais. que des armes? C'est ça. Ouais, Mais c'est parce qu'on est dans une société très utilitariste, puis même le système d'enseignement, ouais, l'école est conçu comme ça, que les connaissances qu'on te transmet le plus possible, le but c'est que ça te serve sur le marché du travail, plutôt que d'essayer de cultiver un citoyen, puis un esprit critique, puis un ouais. esprit qui Puis fonctionne. souvent, on croit qu'on apprend dans des méthodes. Moi, je dis souvent pour répondre aux gens qui nous disent justement bah, si on fait que des armes, ça marche pas, Mhm. quoi. C'est que, en fait, enfin, l'être humain n'a jamais eu besoin de cours d'arts martiaux pour se battre. Non. C'est jamais. C'est-à-dire qu'il y a qu'à avoir deux enfants dans un jardin d'enfants. Il y en a un qui met une mandale à l'autre facilement. C'est-à-dire que Mhm. il sait très bien où taper, il sait très bien comment être violent, il sait très bien comment faire mal. Il n'a pas de problème. Ouais. Donc, les arts martiaux, en fait, t'enseignent à contrôler plutôt cette appétence et à la conserver, en faire une bonne Mhm. énergie. Et pareil pour les côtés réels, machin, mais en fait, moi, je suis très réservé sur toutes les méthodes de self-défense. Elles ont leur utilité, elles ont leur nécessité, mais je pense que pour être efficace sur la self-défense, il faut se mettre
tellement dans la réalité de la vie concrète, tu sais, dans des états qui sont pas fous, dans des situations d'agression. Il faut avoir un mindset, tu vois, il Mhm. faut pour apprendre à switcher dans cette régression animale allez, je dois me sauver, je dois sauver ma vie, qu'est-ce que je dois Ouais. faire? Tu vois, quand tu fais défense face au couteau, la première chose qu'il faut savoir, c'est que si quelqu'un veut te tuer avec un couteau, bah, tu vas prendre des coups de Mhm. couteau. Ça, c'est la première chose à accepter en Mhm. self-défense, quoi. Tu vois, si quelqu'un vraiment, il est venu pour te tuer, il t'agresse, tu sais que tu vas te prendre des coups de couteau. Donc, il faut déjà être préparé à se dire, je vais prendre des coups de couteau. Ouais. Donc, quand j'aurai pris ces coups de couteau, comment je vais réagir? Est-ce que je vais m'effondrer? Ou est-ce que? Moi, je dis souvent à mes élèves, quand on parle de self-défense, même si on fait que du sabre, je dis, si quelqu'un a décidé de vous tuer avec un couteau, Mhm. bah, il va le faire. Ouais. Vous pouvez quasiment pas l'empêcher. S'il s'est levé le matin en se disant, c'est ma cible, Mhm. je vais aller à son travail, je vais me mettre derrière ce poteau-là. Et quand il va sortir, je vais sortir mon couteau, je vais lui mettre 10 coups, je vais le foutre par terre et je vais le finir au sol. Bah, désolé, gars, c'est fini Ouais. pour toi. Puis il n'y a aucun. Sauf la grande chance où tu as réussi à le Ouais. percevoir. Il y a aucun. J'allais dire, excuse-moi de t'interrompre, j'allais juste dire, il n'y a aucun degré de Ouais, ceinture noire d'aucun art au monde qui peut empêcher quelqu'un qui veut te tuer et qui est préparé de le faire. C'est malheureux, mais ouais. c'est la vie. Si tu n'as pas vu venir C'est une chose qu'il faut l'agresseur, puis il était accepter. caché dans le noir avec un Mm. fusil ou un couteau ou une arme quelconque, ben c'est terminé pour toi. Maintenant, C'est une chose qu'il faut accepter. Peut-être que tu auras des trucs extérieurs, mais là, qui, euh, qui demandent aux gens d'un coup de se raccrocher moi, ce qu'on appelle le subconscient, c'est-à-dire ce que tout ton cerveau perçoit mhm, sans que tu en aies conscience et qu'il essaie de te retransmettre par ouais, l'intuition, tu vois. Des fois, tu as des intuitions de quelque chose où tu te dis, tiens, je pense à lui aujourd'hui, et puis hop, tu le rencontres. mhm, Et c'est peut-être que t'as entendu un jour avant que, tiens, il allait tel jour, telle heure dans tel endroit, mais t'as pas fait attention, t'as juste entendu comme mhm, ça, et puis un jour tu te lèves, tu sais que tu vas aller dans tel endroit, et ton cerveau il a matché qu'il y avait 70% de chances que tu le ouais, rencontres, donc il t'a fait remonter l'info. Tu te dis, ouais, chouette, ah putain, j'avais l'intuition de te rencontrer aujourd'hui, c'est pas magique. non, non, c'est ça. C'est ton cerveau qui a fait des calculs, et il t'a dit, voilà. Et à part si t'es connecté à ça, et tu peux percevoir, t'arrives dans un hall d'immeuble, et tu te dis, tiens, il est pas comme d'habitude. Des fois, tu te dis, tu sais, tu vas dans des endroits, tu te dis, tiens, ça pue. Mhm, Mais à part être très connecté à ça, s'entraîner à ça, il y en a qui le font, hein. mhm, Il y en a qui le font très bien. Et encore, tu vois, si vraiment l'autre il a décidé, il est prêt, il est plus prêt que toi, il y a de fortes chances que tu le vois arriver ouais. peut-être. Mais voilà, donc je suis très réservé par rapport à tout ça. Mais il y a un Par contre, les arts martiaux, ouais. Mais il y a un truc par rapport à ça. Tu vois, j'ai entendu un commentateur, c'est un commentateur qui est un peu controversé, mais qui des fois en sort des bonnes. Il s'appelle Jordan Peterson. Donc, je ne cautionne pas tout ce qu'il dit, j'ai pas entendu tout ce qu'il dit, mais il y a une quote qu'il a dit, une citation sur les arts martiaux que je trouve très pertinente. Il dit, grosso modo, là, je paraphrase, euh, de comment dire, d'être pacifique quand on n'a pas les moyens de se défendre soi-même, d'être un pacifiste, d'être un non-violent. Quand on n'a pas les moyens de se défendre soi-même, c'est pas de la vertu, c'est de la, La c'est lâcheté. juste, t'as pas les outils. Tu n'as pas les outils. Donc, de dire, je Mm. suis pas pour la violence, je cherche pas la bagarre, blablabla. T'as pas les outils pour te défendre. Il n'y a rien de vertueux là-dedans parce que tu n'as pas les outils. Non. Il dit, par contre, quelqu'un qui pratique les arts martiaux, qui a les outils pour te faire mal, qui a les outils pour se défendre, qui a les outils pour être agressif, pour avoir cette violence-là, et qui choisit de ne pas l'utiliser, qui choisit de canaliser cette connaissance-là et de l'utiliser à bon escient, dit, ça, c'est de la force interne, ça, c'est Mm. vertueux. Puis, ça revient un peu au proverbe, vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier en temps de guerre. Tu sais. Puis, donc, par C'est rapport vrai. aux agressions, ce que tu 100%. disais, c'est pour ça que je fais le lien. Moi, ce que je dis souvent aux élèves, c'est, tu sais, le but, c'est pas simplement de se dire, est-ce que je vais être capable de me défendre si quelqu'un m'attaque, c'est aussi de développer une conscience globale, euh, puis d'apprendre à désamorcer les situations conflictuelles, que ce soit verbales, émotionnelles, tout ça, et aussi de développer un sens de l'éveil et du danger. Ne pas tomber dans la paranoïa, mais Mm. c'est des trucs aussi simples que je disais justement à une élève féminine hier, je dis, c'est quand tu rentres dans un guichet automatique. Des fois, chez nous, je ne sais pas comment c'est fait en France, là, mais chez nous, les banques ont souvent une section qui est ouverte 24/7. Là. Un sas. H24, Ouais. tu peux rentrer, puis c'est une petite cabine, puis
Tu rentres, puis il y a 2 ou Oui. 3 guichets automatiques pour aller retirer des sous. Il y a Bon. pareil Et chez il y a nous. souvent des genres de paravents entre chaque. Il y a un genre de panneau pour justement la Mmh. confidentialité du truc. J'ai dit, c'est quand la dernière fois, si tu es rentré là, mettons le soir, là, à 11h le soir, il fait noir, tu rentres là seul. C'est quand la dernière fois que tu as vérifié s'il y avait quelqu'un dans les compartiments? C'est juste petit clin d'œil. Ah, il n'y a personne, parfait. Personne fait ça. Personne pense à ça. Puis quand je le dis, ah ouais, hein, c'est vrai, ben c'est là où cet esprit d'éveil puis de conscience de faire, je sors du travail souvent, je suis une femme, je sors du travail souvent seule et je sors toujours à la même heure, à la même porte du bureau. Ma voiture est toujours stationnée à peu près au même endroit, donc je deviens Mmh. une cible facile parce que j'ai Une des cible. habitudes prévisibles. T'sais. Donc, il Mmh. y a un peu tout ça. Puis, donc, l'autodéfense, ça va au-delà de méthode, ça va au-delà Ouais, c'est de ça. physicalité, ça va au-delà de degrés d'arts martiaux, ça va. C'est tellement global, il y a tellement de choses que tu peux penser. Là, tu sais. Ouais, ouais, la compétition. Vas-y, on part là-dessus. Vas-y, vas-y. Ouais, écoute, c'est nouveau cette année. Après plusieurs années que mon professeur, mon Kiyoshi, m'encourageait à m'essayer puis à me lancer. Puis je sentais que c'était pas trop mon truc, etc. Cette année, j'ai tenté le coup pour différentes raisons. Euh, je suis content de l'expérience. Là, tu vois, j'ai fait quelques tournois, j'ai fait les sélections provinciales, sélections canadiennes. J'ai été pris dans 2 catégories aux sélections canadiennes pour aller aux championnats du monde WKC, pardon, qui vont avoir lieu en Floride au mois d'octobre. Euh, c'est ça. Donc là, ça va comme boucler la boucle de l'année de compétition, si on veut. Puis après ça, ben, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ça, si je vais continuer ou si je vais mettre mon temps sur autre chose, parce que une des choses que j'ai réalisé avec ça, c'est que la compétition veut pas pour être à un niveau compétitif. Tu peux pas juste te fier sur ta pratique personnelle, on va dire régulière, pour atteindre un niveau compétitif. Il faut mettre des heures que pour ça, dans le sens de travailler des détails et un niveau Mmh. athlétique euh, pour donner des résultats. Parce que si tu y vas juste en mode j'y vais pour m'amuser, etc., c'est bien, c'est correct. Si tu réussis à te classer puis que tu ne mets pas les efforts, mais que tu y vas pour le plaisir, ben OK. Mais moi, je me suis dit, tant qu'à y aller, je vais essayer de monter mon jeu d'une Bah ouais. coche. Donc, j'ai commencé à m'entraîner, à faire de la musculation individuellement cet été par moi-même. Après ça, avec Yoshi cette année, les entraînements aux 2 semaines, 2 heures de cours privés aux 2 semaines pour travailler, peaufiner. Puis ça m'a vraiment permis de voir que, ben, écoute, j'avais la connaissance pour l'enseigner puis de le transmettre à haut niveau, mais pour l'exécuter à haut niveau, c'est vraiment autre chose. C'est complètement autre chose, puis ça demande beaucoup d'heures puis de dévotion. Puis tu vois, justement, ma fiancée, qu'on a vu passer tantôt, euh, elle retire, je pense, beaucoup de plaisir là-dedans, puis ça vient la chercher, ça lui donne la motivation. Elle est très inspirée et très inspirante, puis c'est une des raisons pour laquelle je me suis lancé cette année parce que était très inspirante, puis je trouvais ça intéressant à explorer. Puis c'est très révélateur, je trouve. Je ne sais pas si tu en as déjà fait de la compé. Après, je veux t'entendre là-dessus si c'est le cas. Euh, c'est très révélateur sur soi de faire de la compétition. Dans mon cas, je savais déjà que j'étais mauvais perdant. Dans la vie de tous les jours, je suis très mauvais perdant. Même aux jeux de société, aux jeux vidéo, peu importe, je suis très mauvais perdant. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Mais ça m'a amené à me questionner sur le pourquoi, dans le fond. Qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce qui fait que je suis capable de dire à mon élève, ben non, ça sert à rien je suis capable d'être un bon coach avec un élève mauvais perdant, mais je suis mauvais perdant moi-même. Tu sais, on est cordonnier mal chaussé, souvent. C'est une expression chez nous. Euh,
Mais c'est ça, fait que ça a amené beaucoup de réflexion, ça m'a fait vivre beaucoup d'émotions. Au championnat canadien, la première journée a été désastreuse, j'étais pas content. Le soir, je me questionnais à haute voix sur pourquoi je m'inflige ça, c'est le mot que j'ai utilisé. Puis le lendemain, ben, ça a été beaucoup mieux. Ben, je me suis classé. J'ai pas. Dans le fond, pour se classer pour aller au championnat du monde, il faut rentrer dans les 4 premiers. Donc, j'ai pas été médaillé au championnat canadien, contrairement à ma douce qui a eu plusieurs médailles. Mais je me suis classé, dans le fond, dans le top 4 dans 2 catégories. Et puis, ben, ça me donne une porte d'accès pour aller vivre l'expérience des championnats du monde. Puis en tant que professeur, qu'enseignant, qu'entraîneur, je mélangeais les mots, je pense que cette expérience-là va être positive, peu importe mes résultats, parce que ça va me permettre d'être un meilleur accompagnateur pour un élève, un athlète éventuellement qui voudrait se rendre à ce niveau-là. Parce que je vais l'avoir vécu de l'intérieur, je vais savoir de quoi je parle au niveau de la gestion du stress, au niveau de la préparation physique, la préparation mentale que ça nécessite. Je me l'inflige en ce moment. Je la vis, je la traverse, là, le chemin de croix. Donc, après, ben, je pense que je vais être plus outillé pour guider quelqu'un là-dedans. Fait que c'est pas mal ça, l'expérience pour moi. Je sais pas si toi, t'en as déjà fait de la compé. Hein? Ouais, c'est une belle expérience. Ouais. J'en ai fait, j'en ai fait en taekwondo. Mm-hmm. Quand j'ai commencé le taekwondo, c'était très frustrant. J'ai fait de la compétition de combat. Et la Ouais. compète combat, ça m'a pas. En fait, quand j'étais plus jeune, j'étais pas trop dans la compète. Pourquoi faire? Et adolescence aussi, je comprenais pas. Parce qu'en fait, tu sais, quand il y a le combat en taekwondo, il y a des règles. Et il y a il y a plein de manières de contourner les règles, en fait. Mm-hmm. Tu vois, il y a des stratégies de combat, en fait, des stratégies de combat sportives. Mm-hmm. Et du coup, moi, je comprenais rien des stratégies de combat sportives. Et mon père, il me disait, vas-y, vas-y, vas-y. Il me disait, vas-y, tu l'éclates. Je dis, ouais, d'accord, mais tu sais, tu peux pas donner de coups de poing dans la tête, même si c'est le casque, tu peux pas. Les coups de poing ne comptent quasiment pas en points, Mm-hmm. ne marquent jamais, alors que ça existe, ça devrait pouvoir marquer. Les coups de pied, en fait, et du coup, moi, je me faisais toujours avoir par les stratèges, tu sais, qui faisaient toujours le même coup de pied placé. Ils attendaient que tu te découvres et boum. Voilà. Mm. Et donc, du coup, ça m'a frustré parce que je me disais, mais pourquoi s'entraîner autant pour au final gagner en utilisant des règles et des stratégies de combat? C'est intéressant d'étudier les stratégies, Mm-hmm. mais ça t'amène quoi dans la vie? Ouais. Si demain... Moi, j'étais plutôt dans l'optique quand je me bats au collège, parce que quand j'étais au collège, je me faisais un peu harceler, donc c'était ça que j'avais besoin, tu vois, j'avais besoin de concret. Mm-hmm. Et je me dis concrètement, être bien bon en compétition, ça m'apporte quoi, à part dire que je suis champion et que du coup on me batte pas? Pas vraiment. Donc ça m'allait pas. Par contre, j'en ai refait après en Edongomdo, j'en ai fait un petit peu en Aikido. J'avais bien aimé, parce que c'était pas du fight. Et j'en ai refait en Hedongomdo, et là c'est pareil, c'est pas du fight Mm-hmm. pur. Il s'agit pas de se battre. Donc c'est de la compétition sur les formes, c'est la compétition sur la capacité à couper, donc coupe de bambou, coupe de papier, extinction de bougies. Il y a aussi un combat préparé, donc tu fais un combat avec ton partenaire. C'est pas trop mon truc. J'en ai beaucoup fait quand j'étais pareil plus jeune en démonstration, et du coup je suis un peu fané de ça. Mais ouais, moi plutôt les formes en fait. C'est un truc que j'aime bien. Les formes du Hedongomdo. Et c'est pareil, c'est ce que ça rejoint ce que tu disais en fait. Si on y va, faut y aller quoi. Je peux pas juste te dire, allez, je fais mon truc et puis je fais compète et puis on verra bien si je suis bon. Euh, il faut. Je pense que si tu t'inscris à une compétition, il faut être honnête avec toi-même et puis il faut y aller quoi. Sinon, t'inscris pas. Ben non, c'est ça. Du coup, moi, je fais de la prépa C'est ça. quand on fait la compète, et puis du coup, je prépare les élèves aussi. Hein, quand on fait la compète, je m'impose des entraînements avec des rythmes spécifiques parce que je me suis rendu compte que en compète, ce qui est important, c'est le cardio. Parce que quand tu es très résistant, tu es plus lucide. Quand tu as un bon cardio, et ben, par exemple, si tu arrives à enchaîner 5 fois l'enchaînement que tu dois faire, bah, tu peux le faire une fois propre en restant Mm-hmm. lucide. Et souvent, tu abandonnes. Mais même dans un combat, en fait, tu sais, quand tu te bats avec un sabre, quand tu te bats, au bout d'un moment, ton esprit, ton mental lâche parce que ton corps commence à Mm-hmm. lâcher. Je sais pas si tu t'es déjà battu, forcément. Donc et des fois, si tu te dis, ah, il faut que le combat s'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis fatigué, je sais même plus pourquoi je me bats, ça fait mal. Mm-hmm. Et
tu as tellement de douleur, peut-être dans un entraînement un peu poussé, quoi. Tu sais, tu es tellement dans la fatigue, dans la douleur que tu veux juste que ça s'arrête, en fait. Mhm. Et l'entraînement physique, que ce soit quand tu t'entraînes à combattre, prendre des coups, en donner longtemps, que ce soit quand tu t'entraînes pour les formes, répéter les formes longtemps et garder en qualité, être rapide, être efficace, pousser ton corps, en fait. Mhm. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des entraînements de pousser jusqu'à la limite en me disant, putain, si je pousse plus fort, je me pète un truc, quoi. Mhm. Tu sais, t'es en transe, ça fait une heure que tu bouges tu fais tes mouvements, ça va en haut, en bas, tu sautes, tu roules, machin. Et tu sais, tu tends tellement les bras que tu dis, putain, si je tends plus le bras, je me pète le coude. Si je prends plus d'appui, je me fais un ménisque. Enfin, tu sais, surtout qu'on est plus tout jeune. Mhm. Et moi, j'ai ressenti ça des fois, tu sais, me dire, tu sais, aller vers la limite de la technique dans la forme, tu sais, Gomdo, qui pour moi est particulière. Euh, Me dire, allez, là, parce que tu sais, on doit prendre beaucoup d'appui, par exemple, sur l'avant pour aller chercher des coups très loin et très puissants, faire beaucoup de bruit avec le Ouais. sabre. Tu sais, le sabre, il a la rainure, là, qui permet de faire du Mhm. bruit. Et quand tu recherches ça au fond, et tu te dis, putain, je prends plus d'appui, là, je me vautre. Enfin, voilà, et c'est intéressant parce qu'au moment de la compétition ou du combat, en fait, c'est un peu la même chose. Et ben, tu te dis, je vais être lucide parce que t'es fort. Comme tu t'entraînes sur la résistance, t'es plus fort. Donc, tu sais que tu vas être lucide plus longtemps et tu vas résister. Et c'est ça, pour moi, c'est un des aspects Mhm. intéressants. Aussi, le fait de pouvoir pratiquer avec le regard des autres. Et quand on fait de la prépa compète, je mets souvent mes élèves face aux autres élèves, ceux qui vont faire leur compétition en fin de cours. Et ben, je leur dis, allez, vas-y, montre. Et tout le Ouais. monde te regarde. Et on monte en pression comme ça, tranquille. Et la visualisation aussi, on va être dans tel endroit, on va rentrer par telle porte, il va y avoir tel bruit, il y a telle perturbation qui vont arriver, donc on va se retrouver Mhm. là. Enfin, voilà, tout ça en prépa Ouais. compète, Puis quoi. c'est les aspects, il y a plein d'aspects positifs à faire de la compétition, tu sais, la gestion du stress, de gagner confiance, de performer devant des gens. Donc, si après au travail, tu as besoin de faire des présentations, tout ça, il y a un stress de performer qui Mm. peut être positif si tu as appris à le gérer, tout ça. Puis moi, tu vois, j'ai eu la chance que certains de mes katas, parce que moi, c'est pas en combat là, que je participe, c'est en kata. Et puis, en me regardant, on voit le moment où je passe je suis relax, je suis dans la file d'attente, j'attends mon tour, je suis dans ma bulle, j'écoute la musique dans mes écouteurs. Au moment où c'est mon tour, mon corps se crispait physiquement, comme il y a une tension qui embarquait, qui n'était pas là la seconde d'avant. Donc après, là, de s'interroger sur pourquoi cette rigidité-là embarque, puis cette rigidité-là me nuit dans ma performance, en fait. Il faut que j'apprenne à laisser aller plus, puis à être détendu, puis à être plus vraiment dans l'instant présent, puis moins dans la conscience de soi, puis plus comme, c'est ça, laisser le truc couler. Puis c'est là où ça a amené beaucoup d'introspection, puis que ça peut être très révélateur sur soi, que je trouvais. Tu sais. Que ça a été une expérience intéressante. Ouais, c'est ces moments-là, Oui, hein. vraiment. Mais c'est que ça demande beaucoup de temps C'est vraiment ces moments-là. c'est très demandant en termes de temps, la préparation, si tu veux le faire régulièrement et sur de haut niveau. Donc, Mm. mon questionnement, c'était est-ce que je veux, sur une longue période, mettre ce nombre d'heures-là Ouais. d'entraînement que moi, en tout cas, je juge nécessaire pour atteindre le niveau de mes compétiteurs? Parce que quand tu as 41 ans et tu es ceinture noire, ben, tes compétiteurs, souvent, font de la compé depuis 20 ans. J'ai des sixièmes dan dans ma catégorie, tu sais. Donc, ils ont 20-25 ans d'expérience. Donc, tu te dis, ben, c'est bien, ça me donne un objectif de niveau à atteindre, mais est-ce que je veux consacrer autant de temps, aussi longtemps, à atteindre ce niveau-là, que dans le fond, ces gens-là vont toujours avoir 10, 15, 20 ans d'expérience de plus? Donc, c'est pour ça. Donc, j'y vais vraiment en mode euh, avoir du plaisir, donc profiter du voyage, de un, donner mon maximum, puis en mode dépassement de soi, puis tu sais, advienne que pourra, puis après ça. Parce que du coup, c'est un beau voyage aussi, là. Tu Oui, pars, tu prends l'avion, tu vas en le but, c'est Floride. d'y aller, d'amener mes enfants aussi. Bon, c'était la Floride, parce que l'année d'avant, on est allé en Irlande, moi puis ma fiancée. Et puis, c'était plus un voyage d'adultes. Des enfants en bas âge, ben, tu peux, évidemment, mais c'est moins, c'est pas Disneyland, là. Fait que c'est moins intéressant un Irish pub pour un enfant un enfant de 8 ans. Mais
Mais Orlando, ben, il y a Walt Disney à côté, donc on peut prolonger le voyage de quelques jours, puis se dire. Puis tu peux aller te faire un tatouage là, c'est pas en Floride qu'il y a un tatouage là? C'est une émission avec les tatoueurs là. Ah oui? C'est une vieille Ah, émission ça. ça se peut, ça se peut. Bien. Mais écoute, même moi, tu sais, j'ai été une fois en Floride quand j'étais tout jeune, donc avec mes enfants, ça va être la première fois, ça va peut-être être la seule, donc je me dis ça va être une belle expérience, un beau voyage. Ma fiancée qui va aller défendre ses nombreux titres mondiaux, fait que je vais être là comme support moral, puis je vais aller m'amuser, puis performer. Mais je sens que ça a quand même servi d'inspiration aussi à certains de mes élèves. Euh, la dernière année, de voir que, bon, OK, même quelqu'un qui n'en a jamais fait peut s'essayer, puis peut, en travaillant fort, obtenir des résultats intéressants. Donc, ne serait-ce que pour ça, tu sais, je suis content de l'avoir fait. Puis, c'est ça, tu sais. C'est comme sur ma bucket list, là. C'est fait. Puis après ça, on verra. Ouais, Ouais. fait. Puis toi, j'ai découvert Vas-y. récemment, peut-être que tu m'en avais parlé dans le passé, mais comme je n'avais pas accroché là-dessus, je me souviens pas. Mais j'ai vu passer dans mon fil, quand je réécoutais les discussions martiales, justement, qu'on avait fait, que tu avais participé à des tournages d'Astérix comme figurant. Est-ce que c'est quelque chose que. C'est un truc que j'ai mis sur Oui, Instagram ben tout à c'est l'heure ça, là. c'est pour ça, c'est là que je l'ai vu. Aujourd'hui, j'ai remis Ben, ça sur ben oui, Instagram. c'est ça. Parle-moi de ça, Ouais. cette expérience-là. Comment c'est arrivé, puis comment ça s'est passé? Alors, le film est horrible. C'est lequel, by the way? Parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, Ah, OK, le OK, dernier. OK. C'est celui qui est censé Le être dernier Astérix et chez les Bretons, mais mal adapté, c'est ça? non, non, vraiment, il est sorti cette année, il est OK. sorti Ah, parce que les Bretons, au il y a mois un de nom. février. Il est sorti en Service au février. Les service de Bretons, Sa c'était avant, Majesté. ouais. 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 OK, oui. Ouais. Il y avait, je crois, Edouard Baird encore qui faisait. Hmm, Je pense que c'est Edouard Baird qui faisait Astérix. hmm, Là, c'est Guillaume Canet, ouais. OK. Et qui réalise le film et qui est aussi Astérix. Alors, le film, il m'a pas plu, Hmm, mais voilà, ça, c'est le cas de tout le monde, je pense. Après, l'expérience a été pas ouais. mal. Franchement, bonne expérience sur les tournages. C'était pendant le Covid, et pendant le Covid, j'ai commencé à recevoir tu sais, régulièrement des demandes pour être figurant sur un film qui se passait sur un film en costume qui se passait en Auvergne. OK. Auvergne, au centre de la France, les OK. volcans. Voilà, et ça se passait là-bas. Et puis au bout d'un moment, j'ai su que c'était Astérix Obélix et j'ai reçu 6 ou 7 fois l'annonce, puisque tu sais, ils cherchaient pas mal de figurants asiatiques Hmm. pour faire ça. Et je suis un peu asiatique, donc un peu. Quand je suis au milieu des autres asiatiques, on pense que je suis romain, mais Ouais, ouais, c'est ça. Mais au milieu des Blancs, t'es asiatique. OK. au milieu des blancs, je suis asiatique. Enfin, suffisamment en tout cas, comme je vu qu'ils cherchaient au moins 200 personnes, Hmm. c'était voilà. Et donc du coup, j'ai répondu à cette annonce au bout d'un moment parce que c'était le confinement et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. À la base, je suis pas du tout tourné vers tout ce qui est cascade, film. Enfin, Mhm. c'est un métier quoi, et c'est pas le mien. Ouais. Ouais, vraiment. Mais bon, comme c'était confinement et que c'était intéressant, j'avais le secret espoir de pouvoir faire un champ de bataille, ce qui a été le cas, c'était bien. Puis Et donc du coup, je suis Ouais, allé. parle-moi de ça. Et j'ai postulé, puis après, j'ai vu qu'ils cherchaient des médiums, ce qu'on appelle des médiums, c'est pas des cascadeurs payés comme des Mhm. cascadeurs. Voilà, c'est pas de truc de fou. En fait, tu vois, il y a le premier plan avec les acteurs et les comédiens, Mhm. il y a le deuxième plan où il y aura les cascadeurs, où on va bien les voir, et puis après, le troisième plan où ça se bat, et après, derrière, il y a les figurants. Mhm. Et nous, on était vraiment après les cascadeurs pro, quoi. Et voilà, et donc il y avait des petites Mhm. chorégraphies à apprendre, on était encadré par le responsable cascade qui est très compétent, qui s'appelle Hugo Barillier, quelqu'un qui est très très compétent. Ouais. Et il y avait une bande de cascadeurs très très connus en France. Puis Beaucoup de est-ce que ton enfin, je expérience sais pas en si Headong c'est un Dondo, nom d'équipe, est-ce mais que ton expérience en maniement de sable puis en arts martiaux, c'était comme un prérequis pour être pris? Parce que je voyais qu'il y avait des épées d'impliquées. pour pouvoir faire médium, en fait, il y avait des OK. essais, il y avait des essais à un moment donné en casting où on était tous regroupés dans une salle des fêtes et puis il y avait une chorégraphie à apprendre, des petits bouts de chorégraphie. Donc ils nous filmaient en train de faire la chorégraphie. OK. Et c'était important du coup. Moi, je pensais pas trop ça Mhm. difficile. Mais quand j'ai vu d'autres passer, je me suis dit, ah, si, en fait, c'est technique. Parce qu'il y en a, tu vois qu'il y en a qui sont pas à l'aise, Mhm. en fait. Voilà, c'est juste le fait d'avoir des bases en arts martiaux, je pense que ça. Mais n'importe qui avait des bases en arts martiaux aurait pu faire les Mhm. chorégraphies, je pense. Il n'y avait pas de trucs spéciaux, il n'y avait pas de grosses OK. chutes, il y avait pas d'accro, il n'y avait pas tout ça. Hein. Puis moi, les accros, je connais pas. Mhm.
Voilà, donc on a fait ça. Et puis il y avait aussi un casting pour être archer. Donc j'étais venu avec mon arc, Malade. parce que je fais un peu d'arc coréen. J'étais venu avec mon arc pour faire un truc où tu descends comme ça. Tu sais, là où tout le monde prenait l'arc Décathlon et faisait ça. Moi j'avais fait la technique où tu pars d'en haut et Hmm. tu te tires. Du coup, ça avait un peu impressionné les gens du casting. Euh, Et du coup, bah, j'ai été pris et j'ai pu faire l'essayage et c'était marrant. Enfin, il y avait un rendez-vous à un moment donné où il fallait revenir pour faire un essayage. C'est habillage, maquillage, coiffure, Hmm. HMC. Euh, et donc on a fait ça, on a essayé les costumes et le fait est que on s'est mal compris avec la prod et j'ai pas du tout été convoqué pour le jour où il y avait mon costume qui sortait. OK. Donc, t'es. C'est-à-dire que bah, du coup ils se sont débrouillés autrement. OK. Donc du coup je suis allé sur d'autres journées où il y avait un autre costume que j'avais jamais essayé, mais c'était pas grave. OK. C'est le costume que j'ai sur la photo là, le costume rouge de l'armée, de je sais plus quelle armée, Puis là, la les gentils. question, c'est si on écoute le film, à quel minutage on peut voir Franck? Alors, tu peux me voir. Alors, quel minutage, je sais plus. Faudrait que je reprenne le film. En fait, à un moment donné, il y a Astérix qui sort pour dire qu'il va rejoindre le combat avec Mhm. la princesse. En fait, il y a la princesse qui doit affronter avec son armée et un prince qui doit affronter Jules Mhm. César. Et ils sont dans. Astérix, il est tombé amoureux de la princesse. Non, non. Finalement, il pourra pas la pécho. Et du coup, à un moment donné, il dit qu'il rejoint la bataille. Et je suis juste derrière à ce Mhm. moment-là, en fait. Tu peux me voir une demi-seconde nette juste derrière Astérix, parce que je t'ai aligné sur la forteresse. Mais c'est tout. Enfin, là, tu me verras que là. Et encore, si tu Ouais. plisses les yeux, si tu fais l'effet Canal+, tu sais. Mais là, Voilà, mais j'avais réussi à screenshotter le truc, je mais vais être obligé de l'écouter, le film, là. un jour Parce je que le là, reprendrai. ça- Tu vas être obligé aussi. T'as beaucoup de trucs, je te donne beaucoup beaucoup de de travail à devoirs, ouais. regarder, là, beaucoup de choses à Mais regarder. tu vois, Astérix, c'est Ouais, un bel exemple de, 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 de produit culturel qui est mal transféré en live action, en film avec des vrais acteurs. Le seul, moi, je trouve, on en parlait tantôt mm. hors d'onde, le seul réussi, c'est Astérix Mission Cléopâtre. Tout le monde va le dire, et tout le monde le dira, parce Il que est c'est vrai en fait, hein. excellent, C'est le seul c'est truc incroyable. que t'aies 8 ans Ben ou oui. t'aies 28 ans, Puis, tu vas prendre des barres ironiquement, pareilles, quoi. c'est ce qu'on disait tantôt, le créateur d'Astérix, il était encore vivant à Ouais, c'est ce que je l'époque. me disais. Il n'a pas du tout aimé le film. Mm. Alors que c'est le film qui respecte son œuvre et l'esprit de son œuvre, l'esprit d'avoir des référents Ouais, culturels à complètement. l'appel. C'est juste que c'était des référents un peu plus modernes, puis des trucs de l'ère du temps. Mais même l'histoire de la BD était respectée. Il y avait le pudding à l'arsenic, il y avait tout, il y avait Ouais, les complètement. pyramides, tout était là. César était incroyable, Cléopâtre c'était parfait, Astérix et Mhm. Obélix c'était les deux meilleurs acteurs qu'il y a eu pour faire ces personnages-là. Ouais. Tu sais, Obélix c'est Depardieu là, pour moi, comme tu peux pas recaster ça, c'est Ah oui, impossible. complètement. Puis c'est qui faisait Astérix déjà? Complètement. C'est Christian Clavier, tu sais, Christian Clavier. Christian Clavier qui était comme parfait, comme tout était excellent, comme Ah oui, mais il n'y a rien, non, rien, non, rien c'est ça. acheté, hein. Y a rien. Puis c'est, Il n'y a rien. Il y a Edouard Baird qui fait ouais, Otis, fantastique, avec sa réplique totalement ouais. improvisée de Ouais, c'est oui, une bonne Scribe, situation, oui, Scribe. oui, c'est vrai. Il sort une tirade pas Ça, possible. c'était légendaire. Puis avec C'était génial. Les gendarmes et tout. voyons, l'architecte qui est humoriste, là, j'oublie son nom. Ouais, Ah, ouais, ouais. Jamel Debbouze Jamel qui était Debbouze. aussi excellent. Jamel Puis Debbouze, ouais. Gérard Darmon Ouais. en compétiteur diabolique. Ouais. Je déteste ce Ouais, pour mec, mais faire il à mon était génial beau-fils, dans. je connais pas l'homme, mais pour faire à mon Ouais. beau-fils, il était parfait. Puis, Ouais, moi j'adore sa voix, ouais. j'adore comme il joue, mais récemment j'ai pu voir quelques interventions et interviews, Ah, c'est ben un là, bourgeois c'est fini, très possible. Ben, comme c'est un gros Depardieu, on jugera réac. pas on juge son œuvre, on juge pas la personne non plus, là. Puis Oui, je dirais pas. Mais encore Depardieu, il a ce côté nounours épicurien là, qui ouais, peut c'est ça. séduire Mais un peu tous les bords. Même si même si après il faut savoir un peu qu'il est enfin qu'il est très très mhm. immensément riche même. Mais bon, Mais bref, moi, j'ai un problème c'est ça, tu sais. avec les Puis gens trop riches. Astérix, c'est tellement une œuvre Et ouais, qui vieillit bien, tu sais, c'est iconique. qui vieillit bien, Mais le film est hein, atroce. mais les films sont atroces. Le film est Mm, atroce, mais le mm, tournage était super. Dans le sens où il y avait vraiment une grosse camaraderie avec tous les dingues, là, tous les gens de l'armée. Et en fait, une anecdote, c'est sur
la charge. C'est qu'en fait, on a fait le truc que je voulais Ouais. faire, c'est tomber, on a fait le truc où on se charge à 200 contre 200 Wow. et on se rentre dedans et on se croise. On l'a fait, et en fait, tu vois au ralenti sur le film, enfin, tu vois la charge et tu vois des mecs qui se cassent la gueule Mhm. pendant qu'ils chargent. Ça, c'est pas du tout la cascade, hein. C'est les gars qui se sont juste pété la tronche parce qu'ils avaient des Ben oui. sandales aux pieds, ces sandales cuir là, et on était sur de l'herbe, donc ils pouvaient pas Mhm. marcher correctement, les Romains. Et donc, du coup, voilà. Et on a fait, je pense, on l'a fait 7 ou 8 fois, un truc comme ça. La charge, même plus, enfin, peut-être une 10 fois, j'en sais rien. Et voilà, il y en a qui se font des claquages en courant, tu vois. Il y a un collègue qui était cascadeur, il s'est fait un Mhm. claquage. C'est Stéphane, si tu nous vois, j'espère que ça va mieux. Depuis le temps, je pense que ça va. Ouais. Et ouais, c'était fou. Et en fait, les 3 premières fois, ça s'est très bien passé. On était des gentlemen, tu vois. On arrivait, on tapait le bouclier, on se croisait, Mhm. puis ça se passait bien. Et les autres fois, il y en a qui se sont chauffés. Et ça a commencé à partir, tu sais, quand tu mets 200 balles dans, dans une plaine avec des armes, bah, ce qui devait arriver arriva, et ça a commencé à vraiment se Mhm. taper dessus. Mais Moi, c'était pas trop mon truc. C'était un peu malsain parce qu'il y en a qui échafaudaient des plans pour faire tomber les Romains. Il y en a un qui s'est fait recoudre, il y en a un qui s'est fait recoudre sur le set parce qu'il s'est pris une lance damn. par là. Enfin, Ouais, ça ça aurait aurait pu pu être être. grave. Ouais, ouais. Il y en a un qui s'est pété une cheville et tout. Mhm. Ouais, ça Mhm. aurait pu être chaud. Et tu vois, les gars là, les Canet, tu vois, étaient derrière. Oh, c'est fantastique, c'est super, on recommence. Avec tout le Et monde plus ça se tapait dessus, blessé. plus t'es content. Plus t'es C'est content. clair, c'est clair. Moi, je me suis fait projeter une ou deux fois, là, j'ai Mhm. rien compris, tu vois. Des fois, tu rentres, t'arrives à faire un truc, et puis des fois, tu te fais projeter. Plus j'avais un pylône, c'est un truc de 3 Mhm. mètres. Enfin, c'était Parce, c'est impossible à manœuvrer sans parce que blesser moi, quelqu'un. Mais c'était une grosse ben oui, aventure, c'est parce que. clair. Là. C'est clair, c'est un truc à grand déploiement. Parce que moi, ce que j'ai fait comme expérience de figuration tout jeune, c'est dans une série télé anglophone. Puis c'était des longues journées de tournage. On était comme des élèves ou des clients dans un café ou des élèves dans une école ou des trucs comme ça. Donc, on était vraiment background. Puis on participait pas à des trucs épiques à grand déploiement comme toi. Mais ça doit être Mhm. un feeling incroyable, là, c'est clair. Là. Faire des scènes d'action avec une Ah, mais charge. c'est génial, hein. Ben Après, oui. c'était long, hein. Après, c'était long dans les journées, parce que tu vois, au bout d'un Mhm. moment, bon, t'es content. Il y a beaucoup d'attentes où ils préparent, ou beaucoup de moments où Ouais. ils tournent pas avec toi. Et c'était long. Et je m'en souviens, on guettait à Clermont-Ferrand, on guettait le soleil qui passait derrière la colline, tu vois. On se disait, allez, encore Mhm. 20 minutes, allez, hop, et puis ça descendait, et puis dès que le soleil était passé, on pouvait plus filmer. Donc c'était vraiment des grandes journées. Le premier soir, j'avais les crampes toute la nuit, tu vois, C'est clair. j'avais pas bien dormi. Puis est-ce que Et puis le voilà, film mais c'était vraiment, non, c'était une bonne est-ce que expérience. le film avait bien performé au box-office en France? Non, pas du tout. Enfin, si, oui, mais en fait, il s'est Ouais. fait descendre par la critique. Et il a floppé par rapport à ce Mhm. qu'il aurait dû faire, en fait. Il est pas arrivé il est pas arrivé au. Vraiment, il a floppé. Et tu sais, moi, je suis pas du genre, tu sais, des fois, je me dis, ouais, mais les Mhm. critiques sont relous et tout. Et je l'ai vu, mais vraiment, j'ai Mhm. été choqué. Le travail des cascadeurs est excellent. Les cascadeurs qui étaient sur le film Mhm. sont vraiment très bons. Euh, en fait, le problème, c'est qu'il y Mhm. avait tout. Il y avait tout pour faire un bon film. Enfin, comme d'habitude, tout pour faire un bon film, les moyens, les gens, etc. C'est le Et résultat puis, zut, mal écrit. qui est pas. Par contre, j'ai rencontré des super gars, vraiment des super gars sur le truc, là, vraiment une bonne bande. Et c'était Ben cool, oui, quoi, tu c'est sais, tu clair. voyais. Du coup, le côté communautaire, mais dans le bon sens, des Asiatiques ensemble, à se donner des coups de main, à dire des trucs. Non, c'était vraiment. C'était une bonne colonie de vacances, quoi. On a pu faire des trucs sympas. Là. La photo que j'ai avec Guillaume Canet, j'ai pu la faire à ces gars-là qui s'est fait pote avec Mhm. l'équipe de tournage, et qui, du coup, on a pu monter sur une dernière scène qui tournait, là. On était que 6 en costume, les autres attendaient à Puis l'intérieur, il pleuvait. est-ce que c'est une Et, expérience que tu donc, referais du coup, on a pu de monter. faire. Est-ce que tu n'auras fait à part? Si j'ai rien d'autre à faire. Vraiment. Je mets pas Mhm. ça en top priorité, parce que c'est ça. Je l'ai Mhm. déjà fait une fois, c'est cool. Voilà, refaire, je sais pas. Je sais C'est un pas, métier, hein, être comédien. je sais pas, c'était cool, hein. Mon frère fait ça, Ouais, c'est un puis métier, ouais. c'est très demandant, puis c'est vraiment un art en soi, puis un travail en soi, puis faut être passionné par ça. Puis Ouais, c'est une ambiance, tu vois. vraiment, ouais, Ouais, c'est clair. c'est une ambiance. Moi, j'aime bien la vidéo, donc tu sais, j'ai pu voir un vrai set de cinéma, une grosse caméra, le gars avait son Mhm. Steadicam, ils avaient des gros filtres ND, des trucs énormes. Et je me suis dit, ah, c'est cool, Ben oui, c'est clair de voir l'envers du décor. pour avoir cette expérience de tournage, Ouais, là.
Ben, surtout en Ouais, France, tu sais, des énormes l'industrie du machines et tout. cinéma est quand même plus grosse, forcément, que au Québec, ils vont tourner des films avec des budgets de 2, 3, 4, 5 millions au Québec, c'est un énorme budget, là. Puis 10 millions, c'est un. Voilà, ils mettent Non, mais c'est ça. 65 millions là. C'est un autre, ouais, c'est un autre Mais c'est très niveau, là. rare. Fait Ouais, que ça doit être impressionnant à voir, ouais. c'est clair. C'était le niveau, c'était. Je crois que j'ai préféré le stage avec Oui, Adrian Paul. c'est vrai, on avait dit. Parle-moi de ça. Ça, c'est pour les gens qui nous écoutent qui ne savent pas c'est Je qui, peux t'en c'est parler. Mais le Highlander original. C'est ça? Non? c'est pas l'original, c'est le. Ah, c'est L'original, Christophe c'est Lambert, Christophe oui. Lambert. Vrai. C'est vrai. Ouais. Et par contre, c'est le Highlander, enfin, c'est le meilleur Highlander de tous les Highlanders, je Hmm. pense. Pour ceux qui ont vu d'autres films, Adrian Paul, c'est celui qui jouait Duncan MacLeod dans la série, et c'est ce qui a posé toute la mythologie Highlander, en fait, la Ouais, série au lui, il final. était, dans le fond, Adrien Il Paul a était dans posé la plein de série, puis choses. Christophe Lambert a fait les films, c'est ça? Ou le film? Ouais, il a fait OK. le premier film, et après il voulait faire une série avec Christophe Lambert, OK. mais il a refusé la série. Donc ils ont casté, finalement ils ont pris Adrian Paul, et ils ont payé Christophe Lambert pour qu'il reprenne son rôle au Hmm. début de l'épisode. Dans l'épisode 1, il y a Connor MacLeod, qui est l'ancêtre de Duncan MacLeod, et donc Hmm. du coup, voilà, c'est la poursuite OK. de ça un petit peu. Puis les deux, c'est des Super série des Français. années 90. Adrien Paul aussi est français. Adrian Paul, je crois qu'il est OK. anglais d'origine italienne. Christophe Lambert, il me semble qu'il est anglais d'origine italienne parce qu'il Hmm. parlait très bien français, avec un accent. Et je crois qu'il disait qu'il était anglais et que, OK. par contre, il est d'origine OK. italienne. Puis ça s'est, Et ouais, ça on s'est a fait passé comment, ça, la rencontre? il Le fait stage? il fait des stages qui s'appellent Soir Ouais. d'expérience. Soir d'expérience, SXP là sur les réseaux. Et voilà, il fait des stages autour de l'expérience. De son expérience qu'il a sur l'épée, il a créé un système d'attaque et de défense avec des exercices qui est entre le cinéma et Mhm. le réalisme. Et c'est sympa. Et pour le kiff, bon, il fait des stages. Là, il faisait un stage en France. Du coup, je me suis dit pour l'expérience et pour l'enfant, l'enfant Mhm. qui est en moi, de dire allez, on va faire un truc avec Duncan MacLeod, on va faire un peu d'épée avec Duncan MacLeod. Et puis du coup, on a fait ça. J'étais avec Ouais. Julien Boucher. C'est la première fois que je le voyais en vrai, notre ami Julien. Et c'était trop bien de le rencontrer en même temps que de voir Adrien Paul, parce que lui, il est bien en contact avec Adrien Paul, ils se connaissent et il fait des vidéos Hmm. pour ses stages, en fait. Il filme ses stages de temps en temps. Donc là, du coup, c'est dans le sud de la France et il n'y avait Hmm. pas grand monde du tout. Donc du coup, on était 8 quoi, et on l'a eu pour nous toute la journée. Donc on a suivi un peu son système. Et voilà, j'ai pu faire un exercice avec lui. C'était bien sympa. Donc j'ai croisé le fer avec Ça, c'est Duncan fou, quand MacLeod. même. Il a, il a pas vieilli. Il est super sympa. Et voilà, et Ouais. son système est intéressant. Voilà, c'est pas. Enfin, moi, je me convertirais pas à ça, mais en tout cas, son système est intéressant. Il a réfléchi, le C'est mec, il plus maîtrise ce dans, qu'il dans fait. les. C'est plus dans C'est la pas lignée que. des AMHE. Ouais, en fait, ouais, on sent qu'il y a en fait, il y a une influence japonaise, Hmm. nippono, AMHE, quoi. C'est-à-dire qu'on voit un peu le Mhm. côté épée médiéval OK. et le côté sabre aussi. Le côté sabre est plus japonais avec les positions de jambes qui sont, comme je te disais, un peu différentes, un Mhm. peu plus ouvertes. Et des coupes qui parfois touchent, parfois coupent, ça dépend. Hmm. Voilà. On avait des divergences d'opinion sur l'engagement du corps, notamment, tu sais, enfin, nous on est beaucoup dans la coupe et puis on va suivre la coupe pour pouvoir OK. repartir. Et là où lui, bah, tout. Hmm. Voilà, c'est l'essentiel de la technique. Bah, nous, ça nous arrive de faire ça, Hmm. mais c'est pour faire une feinte. Donc lui, c'est on va toucher là, on va toucher là, pour rebondir sur un coup, mais ouais, enfin, mais c'est pas des divergences d'opinion, puisque enfin, moi je ferme ma gueule, j'étais sur Ouais. son système, j'ai fait son Mais système. est-ce qu'il y a des aspects. Est-ce qu'il Et y a des franchement, j'ai aspects que tu kiffé, as c'était super, retenus hein. dans le sens, ah, tel. Il y a un Ouais. exercice là qu'il a fait là de sabre collant. D'ailleurs, je l'ai fait avec lui en fait. Il était pas très chaud quand on s'est rencontrés. J'ai Mhm. senti qu'il se méfiait un petit peu. Je sais pas pourquoi. En même temps, voilà, quand tu vois un gars qui fait déjà du sabre venir à ton cours de sabre, tu te dis, Mhm. ben, il veut quoi lui, tu vois, il veut tester. Et peut-être c'était ça. Et après, au bout d'un moment, comme je disais rien, je faisais ce qu'il me disait, et peut-être qu'il s'est détendu. Et au bout d'un moment, sur cet exercice de sabre, il a dit, viens avec moi. Puis il a vu Mhm. que je tombais pas dans les pièges. Parce que le sabre collant, en fait, le but, c'était de toucher quelqu'un en restant en contact avec le sabre. C'est de Hmm. toucher le corps de l'autre en restant en contact avec le sabre. Tu vois, donc il faut être très mobile, en fait.
Ça c'est cool, c'est un point fort. Très mobile pour pas se laisser prendre par dès que tu fixes les pieds en fait et que tu essaies de gérer que le sabre, Ouais. et ben tu deviens une cible. Fait que c'est un peu comme l'exercice de main Parce collante que en Wing Chun, mais avec un sabre. Mhm. c'est ça, c'est un peu ça. Et moi, j'avais jamais vu ça spécifiquement. Je me suis dit, putain, c'est trop con, c'est trop une bonne idée, j'aurais dû Ben l'avoir, oui. quoi. Du coup, il se peut que à la rentrée, mes élèves fassent du sabre collant. Alors après, faire attention parce que ça Mhm. reste des sabres en bois et nous, et c'est dangereux quand même. Enfin, tu Ouais. vois, il faut avoir des consignes. Mais peut-être qu'on fera au sabre en mousse. Parce qu'il y en a toujours qui essayent, tu vois. J'étais avec des Américains à un moment donné, ils forçaient comme ils pouvaient pour essayer de me toucher. Bah, touche-moi, il n'y a pas de souci, quoi. Je vais pas m'énerver. Et puis après, je suis arrivé avec Adrian et ça se passait bien. Mais il a vu qu'à un moment donné, à un moment donné, si c'était fixé, je sentais qu'il voulait que j'attaque pour essayer de me toucher. Et j'attaquais pas. Et il me dit, ouais, mais des fois, il faut attaquer quand même. Puis est-ce que tu as fini par. Non, non, tu m'attends. Je vois que tu Hmm. m'attends, j'attaque pas. Ah oui, oui, on s'est touchés tous les deux, y a pas de souci. On a réussi. Et puis voilà, après moi, tu sais, quand je suis avec les patrons, j'essaie de les mettre en valeur plus que Ouais, tu d'essayer voulais pas. Ouais, tu voulais pas jouer à d'essayer. celui qui connaît ça. Voilà, tu Mhm. débarques, c'est un stage. Ouais, tu débarques, c'est un stage encore. Si on se connaît depuis, je sais pas, si ça fait 3 ans que je suis ton élève, bah, je vais essayer de te Mhm. surpasser, on va dire. Mais si c'est bon, enfin, voilà. Le respect, enfin, comme on se connaît pas, tu vois, quand tu fais avec ton maître, le respect est réciproque. Donc, tu sais que même si. Il y a toujours des gens qui ont des problèmes avec ça. Tu as des profs qui ont des problèmes. Si l'élève a rien marqué un point, ça va pas, ça a Mhm. cassé le maître, etc. Moi, je suis tout à fait pour, vas-y, marque un point, il n'y a pas de souci. Tu sais bien que je suis pas Dieu qu'on peut perdre, il n'y a Ben pas oui, de, y a pas de 100%. problème avec ça, Puis de quoi. toute façon, Mais tu sais, avec l'image du maître, mais il me semble que de toute façon, ça devrait être l'objectif de tout bon professeur que ses élèves finissent par le dépasser. Ben oui. marque des points, voilà. Ouais, ouais, mais tu sais, dans l'imaginaire de certains élèves, s'ils voient un de tes élèves te toucher, certains d'autres élèves que tu as, ils peuvent se dire, ah, non, il a réussi à toucher le prof, Hmm. il doit être meilleur, lui. Tu vois, ils Ouais. sont dans le côté. Alors que non, non, gars, ça, c'est un de mes gradés. Enfin, le gars, il travaille depuis longtemps. Puis Ouais, ouais, ça arrive de ben se faire oui, toucher, c'est c'est comme ça. ça, quoi. Pas C'est. de... Non. Mais tu sais, dans l'idéalisation que les élèves peuvent avoir de ta personne, qu'il y a un transfert de ce qu'ils voudraient avoir dans la vie, c'est-à-dire être Ouais. ultime, ne jamais se faire toucher, avoir le Hadoken Mhm. constamment pour pouvoir sortir de toutes les situations. Toujours la même boule de feu, comme ça tu gagnes tout le temps. Si la vie était C'est l'attaque ultime, Street quoi. Fighter, ça serait beaucoup plus facile. Ce serait plus simple. Hadoken. Voilà. Ben De quoi écoute, on parle d'autre? moi, ça fait le tour. Ça me semble être un épisode. On a fait quand même 1h45. Ok, Ben on va oui. conclure du coup. Moi, ça m'a fait très très plaisir de te revoir en vidéo. Et j'espère qu'un jour on va se revoir pour de la Ben vraie, oui. ou en France, ou On au Canada, organise ou quelque ailleurs. chose. Dans tous les cas, très content. Pour ton mariage, je vais Eh venir. bien, écoute, si tu as des vacances à Tu planifier, vois, tu m'as pas invité, mais ouais, je c'est vais ça. venir. Écoute, on n'a pas de date encore, mais c'est tout récent. On se tient au courant. Ah, Donc, si tu as des vacances à planifier puis ouais. tu veux venir au Québec avec femme et enfants, vous serez les bienvenus. Bah, le Canada, c'est. Oui, les dents qui poussent. Ah bah, c'est bien ça. Je vous souhaite à tous bonne continuation et on se revoit très vite sur Discussion Martiale avec Manuel, mais aussi avec d'autres personnes, j'espère, et à Bonne bientôt. journée.